Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à un autre épisode du Punchcast, ton podcast qui a du punch. Je me présente Samuel Descaries, entraîneur de boxe, cutman. Ça fait des années que je suis dans le métier. C'est mon cousin Antonin Descaries qui est ici, qui m'a tout enseigné par rapport à la boxe. Le Punchcast, c'est ton podcast où on parle de boxe, mais aussi où on parle d'êtres humains, où on découvre des êtres humains à travers la boxe. Et cette semaine, on a un invité qui est exceptionnel. Je suis super content de l'avoir. C'est quelqu'un qui sait me faire rire à tout moment de la journée. C'est quelqu'un aussi qui fait partie de la nouvelle génération des humoristes, la nouvelle vague. On va le découvrir dans quelques instants. Mais avant ça, Anton, il y avait des grosses nouvelles cette semaine. Il y avait des grosses nouvelles, mais on va donner la chance à On va en reparler, mais j'ai essayé de te tirer l'hiver du nez la semaine passée. Ça fait 2 semaines. On va en parler plus en détail cette semaine. C'est le fun. Ça se place tranquillement, fait que je peux être un peu plus... volubile? Volubile, exactement. Mais à suivre. On a effectivement... J'espère que les gens ne seront pas tannés. On a juste des humoristes. C'est ça mais ils sont bons. Ils sont bons. Ils sont excellents et ils ont un lien avec la boxe. C'est nice de voir à quel point les gars... vous entraînez dans le monde de la boxe, mais toutes vos connaissances, fait que c'est le fun, ça fait des belles discussions. Puis justement, on en parlait avant que le podcast débute. Ce qui est le fun d'avoir quelqu'un comme toi qui vient aujourd'hui, c'est que tu as des bonnes connaissances, mais tu vas être aussi capable de nous arrêter. Puis tu sais, des fois, parce que quand Sam et moi, on parle, des fois, on peut... ça part trop loin. Exact, ça part. Puis tu sais, des fois, on veut s'assurer que les gens comprennent bien. On peut parler de gars qui ont pas boxé depuis 20 ans, là, puis on sort des noms, des stats. Des fois, ça peut être plate. Fait que je suis content que tu sois là et tu vas pouvoir nous remettre on track. On a Anas qui est avec nous. Enchanté, Anas, boys, merci beaucoup. Yes. Merci beaucoup. J'ai eu la chance de croiser Anas dans des gyms de boxe. Je l'ai vu, il s'entraînait avec Mirage. Et puis, Shout out Mirage! Ouais. C'est un peu grâce à elle que je suis ici. J'ai hâte que tu nous racontes, parce que si on va sur ta page Instagram, il y a un clip justement que tu t'expliques comment tu as débuté à boxer. Ouais, exact. Parle-nous de ça un petit peu. D'où vient cet amour pour la boxe? Comment tu as commencé à boxer? Moi, j'ai toujours su que je voulais faire des arts martiaux, mais quand j'étais jeune, mes parents n'avaient pas nécessairement les moyens de m'inscrire à des cours. Il y a plein de choses que j'aurais voulu faire, genre piano. Attends, tu dis que la boxe fait partie des arts martiaux? Pourquoi ça ne l'est pas? Je sais pas. Ça fait partie des arts martiaux. Ben oui. Pour vrai? Arts martiaux mix. Okay. MMA, c'est les arts martiaux mix. Mais dans les arts martiaux mix, il y a de la boxe. On a toujours niaisé les arts martiaux. Ouais, les gars qui font du karaté. Non, mais parce que pour toi, un art martial, c'est karaté, judo, taekwondo. Mais la boxe, une ça fait chance partie. que ce type d'intimidation existe parce que j'aurais pu mettre 9 ans dans le Krav Maga. Ça aurait été. Puis je veux pas, je sais qu'il y a des gars qui font du Krav Maga qui doivent être solides, mais je suis content que ce genre de... Parce que ça peut paraître gratuit, les gars de boxe qui intimident des gars, mettons, de autodéfense, mais... mais quand ils ont des oreilles en chauffeur, on les intimide. Ouais, vous les laissez tranquilles. Les gars de Jiu, particulièrement... De toute façon, tout le monde se fait intimider par les wrestlers, fait que c'est correct, tu comprends, on est toute la victime de quelqu'un, mais ouais... Donc, tu as commencé, tu voulais faire quelque chose? Je voulais faire des arts martiaux, mais j'avais pas nécessairement l'occasion, puis j'ai rencontré Mirage, qui voulait aussi commencer le privé, mais qui n'avait pas nécessairement encore de clients. Ouais. Elle avait la connaissance, puis ça tombait aussi pendant la pandémie, puis Mirage, elle a été vraiment généreuse de son temps à un moment où je ne pouvais pas la rémunérer. Parle-nous un peu de Mirage, là, pour que les gens qui la connaissent pas ici. Ouais. OK, Mirage, en fait, c'est une boxeuse amateur. Elle s'est rendue plusieurs fois aux championnats nationaux. Puis c'est quand même particulier parce que c'est une boxeuse musulmane. Donc, elle boxe avec le hijab. Et puis, au Québec, c'est quand même assez rare qu'on voit ça. Et, elle est bien reconnue dans le milieu de la boxe. Pas mal tout le monde la connaît. C'est une petite communauté, la boxe. Et puis, c'est une fille, c'est une dame en or. Je l'adore. Puis, j'ai même eu l'occasion, quand j'habitais à Québec, de coacher son frère. Elle a un petit frère. Ouais. Puis, je coachais son frère à Québec. Donc, c'est une super personne. Puis, Anas rentre en contact avec elle. C'est ça. Elle me suivait un peu des blagues et tout. Puis, elle a commencé à venir m'entraîner. On s'entraînait dans les parcs avec les pads, vraiment, puis on partait de zéro. Puis moi, j'ai jamais été athlétique. Comme la boxe, ça a vraiment été la découverte du sport pour moi. Moi, j'ai jamais aimé le sport. T'as jamais pratiqué d'autres sports? Je faisais de la musculation avant. Parce que j'étais un jeune homme. Parce que t'avais des clips de rap à faire en chest. Exact. Mais j'ai toujours, comme moi, j'ai eu une fois mon coach d'éduc, j'étais en train de faire des jokes puis de faire le niaiseux, puis mon coach d'éduc m'a demandé de faire 10 push-ups.
Enfoiré. Il a tellement visé juste. Parce qu'il a vu que j'étais un gars qui a de l'ego, fait qu'il a su me faire mal. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, jamais je serais pas capable de faire 10 push-ups, tu comprends? Fait que t'avais pas été capable. Non, j'avais pas été capable de faire 10 push-ups. Puis j'ai eu ma puberté tard, tu sais. Fait que c'était des choses faciles que les autres gars pouvaient faire autour de moi. Fait que moi, le sport, l'humour, ça a toujours été ma manière, tu comprends, de être cool malgré le fait que j'étais pas bon là-dedans, j'étais plus petit que les autres, j'étais pas fort, j'étais pas musclé, tu comprends? Fait que moi, ma puberté est rentrée d'un seul coup, puis c'est tombé après. Je pense que ça a déclenché ma puberté quand il m'a dit fais-moi 10 push-ups parce que je rentrais à la maison, tu sais, comme j'étais encore trop jeune, mais j'ai commencé à m'entraîner avec des chaises à la maison, vraiment et tout pour. Fait que j'ai toujours eu ce lien-là où est-ce que j'ai essayé de travailler mon athlétisme, mais c'est plate la musculation, bro. C'est plate. Faut que tu. C'est un beau cadeau à se faire 5 ans de musculation intense là, parce que ça va paraître sur ton corps toute ta vie après, mais. C'est plate, bro. Tu benches, puis t'attends, puis tu benches. La boxe, t'as trouvé quelque chose qui te passionnait? J'ai trouvé quelque chose de dynamique qui me rend non seulement plus fort d'une certaine manière physiquement, mais plus athlétique, vraiment plus en forme, qui me donne envie de m'entraîner. T'sais. Puis à des moments où est-ce que, quand ça commençait, ben, mes amis ne comprenaient pas. J'y allais vraiment chaque fois, puis ils me disaient, mais pourquoi t'es pas boxeur? Pourquoi t'es aussi motivé? Mais je découvrais le sport, le plaisir du sport. C'est vraiment plus divertissant de frapper quelque chose que de faire une 12e rep. T'es allé all-in right away, tu disais que t'allais tous les jours pratiquement? Non, pas tous les jours, dans le sens où moi, j'ai jamais vraiment pu boxer plus que deux jours semaine. Il y a des fois où est-ce que je suis vraiment allé plus intense, 3-4 jours, mais pas pendant de longues durées. Puis souvent, ça tombe le soir, puis moi, mes shows sont le soir aussi. Fait que c'est complexe pour moi, les cours de groupe, tout ça, mais j'y allais régulièrement, chaque dimanche. Peu importe. Quel gym tu t'entraînais? Je m'entraînais pas vraiment à un gym parce qu'on a commencé au parc. Après ça, on est allé, on a été hébergé avant ça, c'était Panda Boxing. Ouais, Panda Boxing. Ben oui. Qui est dans le Vieux-Port. Exact. Puis après ça, on a fait quelques gyms. Puis je me rappelle plus exactement. Puis ouais, il y a eu le Lynx. Puis il y avait aussi chez Frank. Puis il y avait Champion aussi, tout ça. Mais puis ça a fini à Corner, là où est-ce que c'est maintenant où est-ce que je m'entraîne toujours. Dis-moi, vu que tu as fait plein de gyms, pour les gens qui connaissent pas ça, la boxe, là, est-ce que tu trouvais que peu importe le gym où tu allais, tu te sentais quand même à la maison ou des fois tu rentrais et tu es comme, oh, c'est hostile ici? Comment tu voyais ça, le fait de changer de gym? Je suis jamais tombé sur des gyms hostiles. Je suis toujours tombé sur des gens vraiment respectueux. C'est comme Frank, quand on s'entraînait avec lui, il y a toujours, tu sais, comme il fait des sparring, mais vraiment il check. Puis moi, il m'a matché avec des gens qui soit matchent mon niveau, soit sont vraiment meilleurs que moi, mais en sont conscients, puis ils vont pas essayer de me tuer, tu vois. Corner, c'est la même chose. C'est des spécialistes. Je sais qu'il y a des gyms où les gens sont caves, mais j'ai eu la chance de jamais tomber là-dessus. Parce que avant, tout dépendamment où tu allais, tu rentrais dans les gyms, des fois, ça pouvait être intimidant. Ouais, mais t'arrives et t'es une célébrité, dans le monde de l'humour. C'est vrai qu'il y a ça. Ça te donne un petit statut quand même. Là. Exact. Puis je connaissais toujours 2-3 personnes où alors il y avait Mirage pour me présenter. Mais même à ça, en voyant les gens avec qui j'évoluais, c'est pas des gens qui sont hostiles, c'est des gens qui sont contents de partager le savoir, puis ils sont chill. Puis... Parce que, Anton, toi, t'en as vu des gyms hostiles. Mettons, quand t'étais jeune, tu allais t'entraîner au Gleason. On fait un petit retour en arrière. Là. J'ai commencé à boxer dans les années 90. Là. C'est pas la même vibe. Là. Il y avait personne qui faisait du cardio-box dans ce temps-là. Là. Les gyms de boxe, ils étaient pas vides. Il y avait du monde, mais c'est juste de la compétition. Tout le monde qui venait s'entraîner au gym avait se préparait pour des combats ou c'était dans l'optique de se battre. Là. C'est plus la réalité. Là. Les gyms sont pleins. C'est un sport qui est super... Il n'y a pas de meilleur sport. Grâce à Jake Paul. Entre autres. C'est mine de rien. Mais c'est avant Jake Paul. Ben, Conor McGregor aussi. C'est tous les méga événements qui ont mis la boxe de l'avant. Ça fait un certain temps quand même déjà que la boxe est rendue plus démocratisée, si on veut. Là. Mais ça a changé. Mais c'est bon. Mais des fois, je pense que quand, mettons, il y a Ross Ember qui était venu au podcast, lui, il trouve que c'est... les vieux de la vieille, ils trouvent ça bizarre. C'est ouvert à trop de monde, mais je comprends. Je connais des gens en humour qui se sentent comme ça par rapport à ça, tu sais, mais c'est un bon problème, une bonne frustration à avoir. C'est juste que tu vois plus... Le marché est en train de s'étendre, tu sais, puis des gens qui, éventuellement, écoutent juste la boxe pour Jake Paul vont peut-être finir par écouter un Beterbiev contre Bivol 3 ou un truc comme ça, tu sais. Mais tu vois, il y a beaucoup de gens, dans le premier Jake Paul contre Mike Tyson, qui attendaient le combat, puis ils sont tombés sur
Cathy Taylor contre Amanda Serrano. Ça a été une guerre mondiale. Là. C'était incroyable. C'est un Qui est combat, vraiment là. nice de la part de Jake Paul de mettre de l'avant des La boxe boxeuses. féminine. Ouais. Mais Jake Paul, il fait quand même des combats. Mais tu sais, là, si on fait une espèce de parallèle, les gens qui viennent dans les gyms de boxe, il y a beaucoup de monde qui ont aucune envie de faire un combat. Là. Ils viennent juste s'entraîner, puis ils font... ils lancent quelques coups de poing, ils font des jumping jacks, des push-ups. C'est vraiment... C'est de la remise en forme. C'est de la remise en boxe. forme par la boxe, justement. Mhm. Fait que quand tu disais que tu faisais un parallèle, il y a beaucoup de monde qui dit ça par rapport aux humoristes, la relève. C'est quoi exactement? De quoi c'est quoi le... C'est genre le gang show où Qu'est-ce n'importe qui peut y aller. Puis... Non, c'est que ça s'est démocratisé. Maintenant, tout le monde peut dire qu'il est humoriste, puis avec raison. Bon, si tu t'identifies à ça, let's go. Mais aujourd'hui, tout le monde peut faire sa soirée, tout le monde peut faire sa promo. Je peux me réveiller demain et dire, ben, je veux animer une soirée, puis si j'arrive à la remplir, ben, j'anime une Ouais, soirée. mais à the end of the day, si t'es drôle, t'es drôle. Si les gens t'aiment et ils viennent te voir, ça fonctionne. Ouais. De la même manière que tu peux dire à Jake Paul, ben, si quelqu'un check tes combats, c'est correct. Ouais, absolument. Non, mais 100%, mais c'est ça. puis Je comprends, c'est pour ça que moi, je suis de cet avis-là. C'est Parce chill, que bro, tout le monde. Jake Paul, on peut pas vraiment chialer. Ben, en tout cas, tu sais, oui, on peut se permettre de chialer parce que c'est peut-être pas exactement ce qu'on souhaite de la boxe, mais en même temps, c'est un Ben peu... attends, ça, tu peux dire ça avant qu'il se batte contre Joshua. Parce que là, qu'il se batte contre Joshua, Non, c'est... ça, Moi, j'y croyais pas. J'y croyais pas non plus. J'y croyais pas. Moi, mes amis, tu sais, qui regardent un peu ça, moi, j'en connais pas beaucoup. J'en connais juste assez pour savoir qu'il y avait aucune chance que Jake Paul se sorte de ce combat-là, à moins que ce soit scripté et tout. Puis mes amis me disaient, ouais, mais c'est scripté. Ouais, mais bro, la crédibilité d'un gars qui est champion olympique ou je sais pas quoi, puis qui se bat contre Usyk, il peut pas la mettre sur la ligne pour ne serait-ce qu'être proche contre Jake Paul, tu sais. Fait que Mais... quand il a fait ce combat-là, j'ai trouvé ça vraiment admirable parce que là, il arrête là. T'as raison. Mais c'était quand même plus proche que je pensais. C'était plus proche parce que je suis certain qu'il y avait une clause que Joshua avait pas le droit de l'assassiner avant le deuxième round. Non, mais il a été très mobile. Il n'a pas laissé... Il n'y a rien de plus difficile que de boxer contre quelqu'un qui ne veut Qui pas boxer. ouais. Tu as déjà fait un peu de sparring, Ouais. je pense. Ouais. Quelqu'un qui veut rien savoir d'être dans le ring avec toi et qui fait juste à déplacer, ça peut être long. Là, s'il y a les habilités pour ça. Exact. Déjà là, tu sais. Puis, bro, c'est que les gens ne réalisent pas. Là, quand tu boxes un peu, tu peux mesurer la différence de niveau. Tu vois, comme je suis juste assez bon en boxe pour savoir à quel point je suis à chier, mais comme... c'est vrai, bro. Puis je suis juste assez bon pour savoir que, mettons, juste sur le footwork, comme il y a des galaxies de différence entre Jake Paul puis Anthony Joshua, puis il me semble que quelqu'un avec l'expérience de Joshua, ben s'il veut pas que tu t'enfuis pas, tu comprends? Même si t'es Jake Paul, même si tu t'entraînes tous les jours, c'est que les niveaux sont trop loin, là. Là-dessus, ça, j'en avais parlé un petit peu avec Anthony la dernière fois. Anthony Joshua, il avait changé d'équipe d'entraîneur. Il a fait ça quelques fois dans sa carrière. Et à chaque fois, il prend des nouveaux instruments dans son bagage, right? Mais là, quand il a fait ça, il est arrivé, puis c'était l'équipe d'entraîneur de Usyk qu'il a utilisé. Puis Usyk, c'est un poids lourd qui est hyper mobile. Parce qu'il arrive, il vient pas des poids lourds, il vient des poids un peu plus légers. Puis il est vraiment bien entouré. Mais là, ils ont demandé à Joshua de boxer un peu à la manière de Usyk. Alors que c'est pas sa force à lui. Ouais. Lui, c'est pas un gars qui est léger sur ses pieds, qui se déplace, qui est fluide. C'est un gars qui est très classique, méthodique, qui va placer ses jabs, qui va placer ses combinaisons. T'sais, moi, c'est un peu comme ça que je mais quand même, je suis d'accord avec lui. Quand William Skull a fait mal paraître Canelo en se déplaçant, tu sais, c'est un boxeur cubain qui a un gros background amateur, qui est champion du monde chez les professionnels. Il avait quand même les habiletés pour être capable de faire ça. Mais Jake Paul n'était pas supposé avoir. Il n'était pas supposé, mais il l'a quand même fait. Oui, mais est-ce que c'est là, il l'a fait à 100%, ça, j'y enlève pas. Mais est-ce que c'est Jake Paul qui a bien performé ou c'est Anthony Joshua qui a pris ça un peu à la légère? Je pense que tout le monde profitait du fait que tout le monde avait intérêt à ce que Anthony gagne. Ouais. Mais pas trop rapide. J'imagine. Puis tu sais, 80 millions de dollars, ça fait que ça te rend soft un peu. Oui, 80 millions de dollars. Et même, maintenant, c'est une affaire qui est fou quand même. Parce que là, on parle de Jake Paul, Anthony Joshua, on parle encore de Jake Paul. Tu disais que tu en parlais avec tes amis. Avec tes amis, est-ce que tu parles de Inoue, de Bam Rodriguez, de... Qui? C'est ça l'affaire. Il me voit juste checker Bam Rodriguez, je sais pas ce qui est Inoue, je le trouve incroyable. Je suis toujours en train de checker ses highlights et tout, fait que je peux pas leur dire Inoue se bat contre, mais quand ils me voient, des fois j'ai une fenêtre de 5 minutes pour leur dire yo, ce gars-là est trop fort, il knock out tout le monde, personne comprend, les gens pensent que ses gants sont tempered, tu comprends? Fait que, mais mes amis, ils ont comme quand j'ai une occasion de leur parler de quelque chose qu'ils vont comprendre, puis moi je suis pas
très pointus en boxe. Moi, je regarde beaucoup plus de MMA, puis encore là, je regarde juste la UFC, tu sais, mais quand je peux leur parler d'un truc, je suis content. Mais moi, ce que je veux dire avec ça, c'est que tes amis, si tu leur parles de Jake Paul, ils vont tout de suite savoir c'est qui, puis ils vont savoir que... Mais si tu parles... Il y a des champions, là. Tantôt, on va parler de Xander Zayas qui va se battre en championnat contre Barraou, tu sais, comme... Personne ne sait c'est qui ces gars-là. Même moi, tu m'as perdu, là. C'est T'as ça, raison, mais c'est des bons boxeurs, là. Sauf que, c'est un bon point. Tu as quand même nommé 2 gars qui sont plus ou moins connus puis qui sont vraiment excellents. Par contre, Inoue, il y a peut-être le fait aussi, là, dis-moi ce que tu en penses, là, le fait qu'ils soient un peu plus légers. Ouais. Ça affecte un peu l'imaginaire des... Tu sais, 2 gars chauds dans les estrades qui le regardent et disent « je peux y casser la gueule, lui. » Ça vient de... Ouais, mais combien de monde se dit ça de Tyson Fury en le regardant aussi, là, tu sais? Ouais. Il y a de l'air patouf avec des... il y a 2 petites cannes, un tonneau. Ouais, mais il pèse 300 livres, là, tu te dis, il est quand même... Quand tu le vois en vrai, tu y réfléchis à 2 fois, je pense, tu comprends, mais mais les petits combattants, ils souffrent toujours de ça. Si tu regardes, mettons, dans la UFC, Mighty Mouse, Demetrius Johnson, on parle souvent de John Jones comme le GOAT, puis ça se peut, mais Demetrius Johnson, il était incroyable. C'est inhumain, c'est pas incroyable, c'est inhumain, tu vois qu'est-ce qu'il fait, mais pourtant... Dana White l'a foutu dehors parce que personne check ça, tu sais. En fait, non, il a raison. Tu sais, quand les gars sont trop petits, malheureusement, ils ont beau être exceptionnels. Il y a un moins, tu sais, Chocolatito, il y a une couple d'années. Roman Gonzalez, c'était incroyable. Il avait un meilleur dossier que Floyd Mayweather, puis personne n'en parlait. Là, il se battait toujours en sous-carte de Gennady Golovkin. Ouais. Mais ça aussi, c'est le problème avec la boxe, c'est le fait que tu dois aussi gérer l'aspect promotionnel en dehors de l'aspect skills. Puis en même temps, je comprends, parce que moi, si je suis un boxeur connu, puis même si je suis vraiment fort, pourquoi je vais aller me battre contre le fucking assassin que je sais que c'est un futur champion, mais personne ne le connaît, je vais faire fucking 40 000, il va changer ma vie. Pourquoi je vais faire ça? Je comprends. Mais en même temps, ça fait en sorte que les gars comme moi, après, je les connais pas, ces gars-là, même si c'est eux les meilleurs, puis... C'est juste qu'on les connaît pas, tu sais. Ouais. Non, t'as tout à fait raison. Là, tu peux-tu faire, toi, des parallèles entre l'humour et la boxe? Parce que hier, on en parlait, là. Puis à chaque fois qu'on a des humoristes, je leur pose la question parce que moi, je vois vraiment des parallèles, mais chaque humoriste m'a tout le temps dit des parallèles différents. Toi, c'est quoi que tu vois comme parallèle entre la boxe puis l'humour ou ton travail? Là? Premièrement, tu peux travailler puis te préparer avec autant de gens que tu veux, mais pendant l'exercice, tu es seul. Puis des fois, les dommages peuvent être irréparables. C'est vraiment les 2 trucs. Mais après, il est arrivé quelque chose, tu es monté sur scène, puis ça a été... Ça peut être de 2 manières. Irréparable. C'est comme il y a des gars qui, des fois, ils sont traumatisés. Après avoir mangé un KO, ils vont plus jamais boxer pareil. Des fois, ça peut être pareil si tu te plantes. Ou alors, ça peut te prendre vraiment... T'en connais-tu des gars qui ont... ou des filles qui ont fait un show, qui se sont plantés puis ils n'ont plus jamais... Je me permets d'en parler parce que c'est connaissance publique, mais un gars comme Michel Courtemanche... Mambara aussi a fait... Mambara, je sais pas de quoi il parle ouvertement et tout, fait que comme je me permettrais pas d'en parler, mais je sais que Michel Courtemanche il en parle un peu plus, il a fait un burn-out et tout, puis Michel Courtemanche, peut-être les gens s'en souviennent moins aujourd'hui, mais... il était big dans le temps. Ah non, c'était un humoriste de classe internationale, comme quand tu dis world class boxer, tu sais, comme... C'est quoi, il est arrivé, il s'est planté sur scène? C'est qu'il roulait vraiment à un rythme effréné, puis lui, il avait une manière de créer qui entraîne énormément de pression, où est-ce qu'il improvise beaucoup et tout, puis lui, il pouvait se dire, comme, bon, là, je vais faire 2 heures, j'ai rien écrit devant des millions de personnes, mais ça, c'est comme, faut toujours que tu sois à 100%, puis que tu sois good, puis que tu sois pas blessé, tu sais, tu peux pas jouer comme ça. Pour nous, c'est un safety net, le texte, puis tout ça, tu sais, comme même si je suis moins en forme, mais je l'ai fait, le show, je sais c'est quoi, mais lui, il improvise tout ça, puis je sais pas, je connais pas trop sa vie, mais... Il s'était mis beaucoup de pression, il avait commencé à avoir des... Je pense que c'était des malaises, c'était quasiment des malaises cardiaques, là, Ça le stressait de monter sur scène. Puis il y a un show qui s'est pas très bien passé, je pense, puis les stakes étaient vraiment hauts, il y avait beaucoup d'enjeux, puis je pense qu'il a craqué sur scène, puis à partir de là, il a fait un burn-out. Puis après, je veux pas trop en parler parce que je connais pas, mais bref, tout ça pour dire ça peut arriver, OK. Ça peut arriver parce que ça peut être traumatisant, mais il n'y a rien comme le dommage cérébral que tu vas recevoir de la boxe. Tu racontes cette histoire-là, puis je pense que c'est le même genre d'histoire aussi avec Jean-Marc Parent, si je me trompe pas. C'est ça. Je suis pas trop... Tu sais, comme je suis pas trop au courant, mais...
il y a des gens qui font aussi des burn-out. C'est pas nécessairement par rapport au traumatisme, c'est que tu te pousses trop, puis souvent quand ça marche, tu bats le fer pendant qu'il est encore chaud. Exact. Ça, c'est aussi ça, c'est l'autre réalité. Tu sais, jamais une carrière, autant en boxe qu'en humour, combien de temps ça va durer, tu sais. Il y en a des fois, ils sont la saveur du mois. En boxe, là, tu les vois, là, puis là, ils sont comme « Wow, OK, c'est super », puis à un moment donné, du jour au lendemain, pouf, ils disparaissent. Exact. Puis en humour, on a vu ça aussi. Les coachs de boxe voient souvent ça. Ah, les coachs de boxe aussi. Les coachs de boxe, comme étant Freddie Roach, il était big. C'était l'entraîneur de Manny Pacquiao pendant un certain temps. Puis tout le monde voulait l'engager. C'était comme le... Après, il y a eu Virgil Hunter, l'entraîneur d'André Ward, qui est un des plus grands boxeurs de l'histoire. Il y a Robert Garcia. Il y a plusieurs entraîneurs. Il y a plein de boxeurs qui veulent aller les voir. Dès que ça se passe plus bien avec leur entraîneur, ils changent ça. Ouais. Toi, maintenant, tu fais partie un peu de la nouvelle génération des humoristes. On en a parlé plus tôt. C'est quoi pour toi la nouvelle génération des humoristes quand on parle de ça? Là, moi, je suis limite pas dans cette génération-là parce que je suis comme... j'ai beaucoup d'expérience, mais je suis quand même jeune dans mon métier parce que j'ai commencé tôt. Mais moi, je me vois juste presque limite une batch avant. Puis la nouvelle génération, c'est vraiment... ils veulent rien savoir, ils veulent pas faire de concessions, ils veulent juste ce qu'ils veulent, puis c'est tout. Puis ils sont dans la bonne époque pour le faire parce qu'on est à un moment justement où tout se démocratise. Avant, tu étais un peu à la merci de un producteur, il va-tu t'aimer, ou alors y a-tu un producteur qui va croire en toi, qui va te mettre de l'avant, puis qui va... risqué, tu sais, mais aujourd'hui, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, comme il dit, si t'es drôle, t'es drôle. Avec les réseaux sociaux aussi, j'imagine, là, tu sais, il y en a combien qui ont explosé sur TikTok, sur Instagram pendant la pandémie, surtout, là, tu sais. Moi, quand j'ai commencé, tu sais, comme je suis arrivé en même temps que Internet dans les trucs et tout, puis ça nous a positionnés, mais les artistes desquels je m'occupe, eux, ils sont plus, tu sais, comme moi. Tu gères la carrière d'artiste aussi? Moi et mon associé, qui est aussi un humoriste, on a créé... une écurie, genre notre boîte, exactement, ouais. Puis eux, contrairement à nous, tu sais, comme nous, tu peux nous faire travailler sur un projet que ça va passer à la télé après, ça nous tente pas nécessairement, mais c'est de la visibilité. Eux veulent rien savoir. Okay. Fais pas de concession. Je vais faire mes TikTok, puis je vais remplir mes salles, puis je vais faire mes shows en attendant. Puis ben, ils ont raison parce que ça marche. C'est comme un Charles Brunet, il a jamais fait de concession de sa vie, puis je le vois aujourd'hui. Bro, il a fallu que je me batte contre lui pour qu'ils acceptent de faire des TikTok parce que vraiment, pour eux, ils veulent rien faire qu'ils voient comme cringe ou une concession ou quelque chose. Puis c'est au début quelque chose que je comprenais pas trop, mais après, ils m'ont fait réaliser, non, tu dois être comme ça. Faut pas que tu fasses de concessions sur ton image, sur qu'est-ce que tu fais. Faut que tu y crois, puis que même si on te propose 25 000, mais c'est pas pour quelque chose, faut vraiment que tu protèges ça. C'est eux, ils m'ont appris ça. Puis ils sont venus compléter un peu notre manière de voir les choses, dans le sens où nous, on travaillait déjà sur le web, on était parmi les premiers à amener ça, puis eux, ils ont scellé le deal. Maintenant, aujourd'hui, Charles, bro, tu le vois, il remplit ses salles, il n'a jamais rien fait d'autre qu'un TikTok, bro. J'ai jamais réussi à lui faire de la pub. Il n'a jamais réussi. Puis il est fort, bro, parce qu'il montre que quand tu amènes le travail nécessaire, ben, tu n'as pas besoin de faire les concessions que les gens avant nous étaient malheureusement obligés de faire. Ça me fait penser un peu à ce que Clarissa Shields disait. Quand on était en conférence de presse, Clarissa Shields, c'est une championne du monde féminine. Et double médaille d'or olympique. Championne, ouais, je la connais, unifiée, elle est super forte. Elle s'autoproclame de GOAT. De GOAT, ouais. Mais elle pas, c'est autoproclame, elle le mérite probablement. Là. Puis elle disait justement que le plus important pour elle, c'est son brand. Tout ce que... la promotion qu'elle fait autour d'elle, puis l'espèce de l'aura, puis des fois, c'est un peu malaisant, puis des fois, ça s'en est... Mais elle a raison, dans le sens où tu dois être comme ça, bro, aussi, parce que personne... Ton temps est compté, tu sais, fait que le temps que tu peux profiter de cette ressource... Maximise. Faut que tu maximises. Si les gens m'aiment pas, mais je vais faire... Tu sais, comme je pense souvent à Colby Covington, qui est un combattant de MMA, qui est vraiment, tu sais, comme il est polarisant, puis il supporte Trump et tout ça. Bref, il y a vraiment un personnage de trou du cul. Ouais. Mais lui, quand tu connais son histoire, puis sans approuver ce qu'il dit ou pas, ben, lui, Dana White, tu sais, c'est un excellent wrestler, c'est un excellent fighter, puis il me semble que l'histoire, c'est que Dana White l'a appelé avant un de ses gros combats pour lui dire, demain, peu importe ce que tu fais, je te coupe.
que tu gagnes, que tu perdes, je te Ah ouais. coupe parce que tu vends pas, tu sais. C'est la réalité du promoteur, il doit dealer avec ça et tout. Fait que le lendemain, Kobe, il est arrivé avec un personnage, il est arrivé avec des trucs, puis il commençait à ouvrir sa bouche, dire des trucs racistes, tout ça. Bref, je suis pas en train d'approuver ou de désapprouver, mais Il voulait vendre. il voulait vendre, il n'y a pas le choix, c'est une question de survie, tu sais. Quand même ordinaire de la part de son promoteur de dire ça la journée avant son combat. C'est fou. Tu dis après, Ouais, ça exact. va pas briser son... Ouais. Ben, au Mais d'un final, autre côté, par exemple, Ça l'a motivé. il voulait probablement le motiver. Il dit, tu sais, là, ce combat-là, il va falloir que tu te vendes. Ouais, mais tu sais. si tu aurais pu dire, OK, mais si tu tu te te vends vends pas, pas, ouais. là, je te coupe. Mais peu importe ce qui arrive, tu gagnes, tu perds, je te coupe, c'est ordinaire. ben, on dirait que ça a débloqué l'espace Ça- mental où est-ce t'as qu'il est raison. dos au mur, puis il sort tout ce qu'il doit sortir, mais ouais. Mais c'est vraiment drôle que tu parles de ça parce que on en discute souvent. Les boxeurs, ils doivent apprendre à se vendre. Ils le font pas super bien, tu sais. Toi, est-ce qu'il y a des boxeurs... parce que, bon, ça fait pas si longtemps que tu fais de la boxe. Est-ce que tu as déjà vu des boxeurs qui ont marqué ton imaginaire ou tu sais, que tu te dis comme, OK, ça, c'est tout un personnage? Ou, est-ce que tu en as déjà vu? Il y en a-tu qui te viennent en tête quand on dit ça? Ben ouais, mais tu le connais, mais juste Arthur Beterbiev, tu sais, c'est comme ce gars-là, il est trop fou. Tu le regardes marcher, on dirait une machine de guerre. Là. Je sais pas s'il a déjà été ému. L'autre fois, j'étais Mais- pas sûr s'il y avait une crampe ou c'était un sourire. là. Exact, tu sais, comme il est. Mais ça a l'air d'un gars super sweet et tout, mais tu le vois que c'est comme. Il y a des boxeurs qui vont s'acclimater à ça, puis il y en a d'autres que non. Puis ben malheureusement, ça fait vraiment la différence maintenant. Puis la même chose pour les humoristes, parce que avant, ben, un humoriste comptait sur le fait qu'il allait devenir vraiment bon, se faire spotter par un producteur ou avoir un gage pour rire, puis ça allait le lancer vers une carrière, tu sais. Mais maintenant, c'est plus ça, mais ça vient au prix du fait que tu dois t'auto-promouvoir. Puis j'en connais beaucoup des humoristes qui sont excellents, mais que c'est moins connu, tu sais. Ou alors nous, on le sait parce qu'on est dans le réseau, mais que les gens ne le savent pas encore, puis peut-être ça va venir. Puis, ou alors des gens qui étaient dans les générations avant, qui étaient des secrets bien gardés, puis qui ont appris à s'auto-promouvoir, tu sais. Ouais. Je pense, admettons, à un Dave Godet ou alors à un Mike Baudouin, qui sont des humoristes, eux, ouais. qui étaient vraiment dans ces générations-là où est-ce que tu pouvais pas percer sans l'intérêt d'un producteur. Puis Internet est arrivé, puis c'est des gars qui se sont adaptés à cette réalité-là, puis aujourd'hui, ils vendent des billets. Tu vois, c'est drôle, tu parles de Dave Godet. Avant, j'avais un bar, Mhm. des amis. Mhm. Puis, on faisait une soirée d'humour une fois de temps en temps. Mhm. Puis Dave Godet, il annonçait cette soirée-là. C'est lui qui l'animait. Il est vraiment excellent. Il est super bon. Mais moi, je me souviens d'avoir vu passer plein d'humoristes dans mon bar. Ouais. Il y avait, mettons, J. Dustampe qui avait été là. François Bellefeuille avait rodé. Tu sais, comme, il y a plein de Ouais. monde qui était venu. Puis il y en a que j'avais trouvé excellents, Mhm. mais que leur type d'humour ou leur personnalité faisait en sorte que tu dis, c'est tellement bon, qu'est-ce que tu fais, mais je sais pas si tu vas être capable de percer parce que tu n'es pas C'est vendeur. Là, tu sais. Mais quand tu prends le temps de le voir, tu es comme, wow, c'est Ben, du comme- génie. Comme les Denis Drolet, ça a été long avant qu'il. Exact, ou comme Shakur Stevenson, tu vois, qui est un gars que J'aime ça. c'est Mozart pour la boxe, mais c'est plus plate pour les gens de regarder un gars pas se faire knock-out, tu sais, un gars qui gère, qui vraiment il profite de tes openings, il t'en laisse aucune, puis tout ça, c'est de la boxe, mais est-ce que c'est ça que les gens ont le goût de voir? Non, les gens ont le goût de voir des gars fucking gros, musclés qui se knock-out en... Mais c'est un sport spectacle. Fait que, Ouais. tu sais, il faut qu'il y ait de l'excitation, Exact. il faut qu'il y ait du... Il faut... Tu sais, Shakur, si je joue un peu l'avocat du diable, là, c'est que tu sais exactement ce qui va se passer du début jusqu'à la fin. Mhm. Il le fait très bien, Mhm. mais il y a pas de... Tu sais... Ben Mais là, est-ce dans qu'on- son prochain est-ce- combat contre Teofimo, ça va être différent. par Ouais, contre. ouais. Mais tu vois, il y avait. Ils ont fait un truc télé documentaire là, qui s'appelle Gloves Off. Puis c'est sur le combat Teofimo Lopez contre Shakur Stevenson. Puis il y a Lionel Thompson, qui est un boxeur de Las Vegas qui s'entraîne au gym de Mayweather. Mhm. Puis lui, il connaît bien les deux, il les a vus. Puis il dit Shakur Stevenson, c'est de la musique jazz. Mhm. C'est de l'art, mais que peu de gens sont capables d'apprécier. Mhm. C'est tellement bon, c'est tellement. Mais il Mhm. n'y a pas beaucoup de gens qui vont être capables de l'apprécier tellement Mhm. c'est bon. Puis- Ça joue pas à radio. Là. Exact. Exactement. tu Mais sais. c'est là où est-ce Alors que que- Teofimo Lopez, Ouais. lui, c'est genre un pop rock, tu sais, comme que tu vas voir partout. Mais c'est puis- bon pareil. Ah, t'as le petit refrain, t'es comme. Mais il est quand même vraiment excellent techniquement. Exact, Non, il est Teofimo, il excellent. est au même niveau que ces gars-là. Je sais pas si je me trompe. il Ouais, me je suis semble, d'accord. Moi, ou je le trouve vraiment plus bon. ou moins, non? En fait, c'est- Teofimo, ce qui est fou,
c'est qu'il est arrivé à battre des gars comme Josh Taylor puis Lomachenko. Loba. Tu sais, quand il y a eu vraiment là, des grosses commandes, il est arrivé à élever son jeu d'un cran. Mais après ça, mettons contre Camboso, il n'aurait jamais dû perdre ce combat-là. Il a déjà fait des combats un petit peu plus ordinaires. Tu sais, même contre Steve Claggett, qui est un boxeur canadien, tu sais, si Claggett avait eu un petit peu plus de punch, Teofimo Lopez, il aurait pu être dans le trouble parce que Claggett, il lançait non-stop. Ouais, mais Claggett, il est dangereux. Il est compliqué pour n'importe qui. Tout à fait. Mais imagine s'il y avait eu, mettons, la claque de Teofimo. Tu sais. La différence, c'est que Claggett, il lançait. Puis à un moment donné, Teofimo, il explosait, mais il était tellement explosif. Là, on revient au refrain de pop. Là, tu avais le petit jingle dans ta tête. Là, t'es comme, wow! Mais c'est là où est-ce que, genre, faut que tu choisisses. C'est parce que le capitalisme et l'excellence de ta discipline sont compatibles jusqu'à un certain point. Fait que pourquoi on boxe puis pourquoi on fait de l'humour? C'est pour vraiment que la boxe devienne vraiment aussi bon que ce soit puis qu'on mette de l'avant un Shakur Stevenson jusqu'à ce que quelqu'un trouve l'antidote à son style, puis là, ça va devenir le meilleur style, puis tout ça. De la même manière que est-ce qu'on cherche le meilleur humoriste qui va amener le stand-up le plus loin possible ou on cherche celui qui va vendre le plus, tu sais. Fait que c'est là que tu dois commencer à faire des choix qui sont soit artistiques, soit... L'humour, contrairement à la boxe, c'est pas dangereux physiquement. Là. En boxe, t'as pas le choix de maximiser les revenus parce que ça durera pas longtemps, mais malgré vous non plus, ça peut aller très vite. Non, c'est ça, exact. Mais mais c'est que dans le sens que parce que c'est pas le plus gros vendeur, on mettra pas un Shakur Stevenson de l'avant autant que, mettons, un autre. Mais est-ce que, tu sais... Ben, c'est l'offre et la demande. L'offre et la demande. Tantôt, on parlait des petits pois, c'est un peu le même principe. C'est l'offre et la demande. Vous êtes des pros, fait que vous savez que, mettons, entre un Stevenson ou un Teofimo, peut-être Stevenson, il est meilleur. Mais, tu sais, comme, est-ce que le public a autant envie de voir un Stevenson qu'un Teofimo? C'est ça. Tu sais, un gars, même Bernard Hopkins, là, qui est une légende, là, mais lui, il avait de la difficulté à remplir des stades. Toute sa carrière, presque. Quand il est devenu vieux, là, c'est devenu comme un. Ouais, parce que c'était une légende. Là, c'était spécial de voir un homme de 45 ans, 50 ans devenir champion du monde. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a 20 ou 21 défenses à 160 défaites consécutives. Puis il remplissait pas chez eux. Vraiment pas. Le monde, personne ne voulait le voir. Mais à cette époque-là, il était plate un peu. Ouais, mais tu vois, même une des raisons pour laquelle il s'est battu avec Jean, les 2 fois, c'était au Québec. C'était parce qu'il n'était pas capable de vendre ça chez eux. Même là, quand ils ont fait le premier combat qui était un match nul, il aurait pu dire OK, mais le deuxième, on l'amène aux États-Unis. Mais le monde est comme ça ne vendra pas aux États-Unis. Ils ont décidé de le faire au Centre Bell à la place. Puis là, tu sais. Si je me rappelle bien, là, Golden Boy a gagné le first bid, puis ils ont quand même décidé de l'amener au Québec. C'est fou, là. Ça, habituellement, quand 2 promoteurs se battent pour... mettons qu'il y a un combat qui est obligatoire. On essaie de s'entendre, on négocie pour qu'on fasse le combat. Moi, je veux faire le combat à la maison, toi, tu veux faire le combat à la maison. On essaie de s'entendre sur un prix. On s'entend pas. Les organismes de sanctions vont forcer qu'il y ait une entente. Ils vont dire, OK, cette journée-là, celui qui dépose la plus grosse l'enveloppe avec le plus d'argent remporte les droits du combat, puis c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Fait que dans ce temps-là, Jean-Pascal était avec Groupe Yvon Michel. Ils ont déposé une offre. Bernard Hopkins était avec Golden Boy. Ils ont déposé une offre. Golden Boy a gagné l'offre. Donc, normalement, le combat aurait dû avoir lieu à Los Angeles ou à Vegas, puis ils l'ont quand même amené au Québec. Fait qu'il était en train de fuck avec lui. Il était en train de jouer dans son cerveau. J'adore la guerre psychologique comme ça, moi, les petits trucs, les petits détails que tu fais pour fuck avec ton... Ça, c'est vraiment propre. Je pourrais jamais tirer de parallèle avec l'humour, mais comme la guerre psychologique. Juste quand tu voyais Hopkins... Je pense quand il faisait des push-ups pendant son combat contre Jean-Pascal. Y a-tu des fois une espèce de rivalité avec d'autres humoristes ou c'est... Ouais, bien sûr, même si eux, ils te diront que non, puis même si... Puis c'est ça que j'aime de la boxe, puis que j'aime pas de... Pas que j'aime pas, mais que... Parce que je comprends, en humour, on dit que tu peux pas te comparer, puis c'est vrai, ils ont raison, puis tu peux pas... Mais 2 humoristes vont... C'est comme la meilleure manière de se comparer, c'est dans la même soirée devant le même public, puis on va voir au SOP, tu comprends? Mais est-ce que vous avez le même crowd? Mettons, exact, ça vient des questions Mike comme Ward, ça. Vous n'avez pas le même crowd exactement. 100%. Puis
les facteurs sont multiples. Jamais tu pourras dire je suis plus fort que lui ou quelque chose. Mais tu vois un humoriste avant toi qui est en train de tout casser, ben tu es en train de te dire, bro, veux pas. Faut que je Faut que je performe, bro, Ouais, parce que sinon, tu comprends, les gens vont se dire, oh shit, ok, ça va se calmer, puis peut-être même que le public va rien se dire, mais tout le monde dans la salle. Puis tu sais, veux pas, comme tu es toujours en train de te battre pour ton statut, tu es toujours en train de. Moi, je suis plus à un stade où est-ce que j'ai besoin de prouver ou, admettons, nécessairement de toujours envoyer un texte avant de dire ça, je veux participer à tel gala ou quelque chose comme ça. C'est construit sur le fait que j'ai beaucoup de galas qui se sont bien passés, mais c'est pas acquis. Demain, je fais de la merde, ben peut-être qu'on va moins penser à moi, peut-être que le téléphone va être moins souvent, tu sais. Fait que t'as toujours besoin de garder ça en tête, t'es toujours... Tu sais, comme tu es en train de travailler, tu es en train de faire ton image. En puis boxe, il y a une expression qui dit t'es aussi bon que ton dernier combat. C'est un peu la même réalité. Ben, c'est drôle parce qu'une fois avec mon collègue, on s'est dit t'es aussi bon que ton dernier show. Puis c'est pas nécessairement vrai parce que nous, on peut pas le voir comme ça parce que c'est pas vrai non que. Plus, là. Des exact. fois, il y a peut-être une mauvaise soirée au bureau. Exact, là, c'est ça. Puis à l'inverse, là, des fois, tu bats un gars, puis là, t'es rendu de superstar, mais toutes les erreurs que tu faisais, les sont petits encore là. Encore là. Tu t'es pas amélioré à 100% une soirée, c'est juste que les gens, on se rappelle juste du dernier combat. Ben, c'est ça qui est fou. Puis si tu veux avoir... Parce que le plus gros... Puis moi, la boxe, ça m'a beaucoup aidé à voir ma performance autrement, tu vois. Mais le plus gros facteur, c'est vraiment genre ton mental par rapport à ça, ton point de vue et tout. Puis comment tu te vois. Puis est-ce que cette manière que tu as de te voir, qu'elle soit positive ou pas, est-ce qu'elle va te permettre de performer longtemps? Parce que le plus dur... c'est pas de percer, le plus dur, c'est de maintenir, tout comme c'est de garder la ceinture. Le plus dur, c'est pas de la gagner. Exact, c'est de la garder, puis c'est la même chose. Fait que, est-ce que la manière que tu te vois va te permettre d'être constant longtemps là-dedans? Est-ce que tu vas commencer à te dire « Damn, je suis trop fort », puis là, comme tu vas arrêter de... C'est quoi, toi, ton secret pour pas tomber dans la complaisance, dans la facilité de « Regarde, tout fonctionne là, ça va bien, surf la vague. » On parlait de compétitif et tout, mais... Pour revenir sur ce qu'on disait, c'est sur le fait que oui, il y a de la compétitivité. Moi, admettons, avec mes amis ou les artistes qu'on a dans notre boîte, on se met au défi, mais au final, la meilleure manière d'être bon longtemps, c'est de juste... Tu sais, comme on tire toujours des parallèles avec le sport, mais on dit « Occupe-toi de ton basket. Ouais. » Tu comprends? C'est de vraiment checker ton jeu. Quand tu regardes un gars puis il est en train de tout péter et tout, genre... ça te motive, puis tu te dis, ouais, OK, je vais essayer d'être meilleur ou je vais essayer de le topper, mais ça finit là. C'est pas genre, après, pourquoi il a été meilleur que moi ou quoi? Ça n'existe pas meilleur que toi. C'est vraiment, tu checkes ton basket, puis tu le checkes avec un regard lucide, avec des gens qui sont capables de te garder lucide sur certains trucs, tu vois. Comme, OK, ça marche. Ça a marché parce que c'est ton public, il t'aime bien. Ça, t'es en train de... C'est bon, on commence à le voir. Il faut que tu commences à montrer d'autres choses. Fait que... C'est pareil, les gens t'étudient comme ils vont étudier un boxeur qui a la ceinture depuis 4 combats. Comme on a vu 4 shows de toi, ben, tu vas pas pouvoir m'avoir de la même manière, tu comprends? Il faut que tu commences à... C'est intéressant, ça. Ouais. Dis-moi, en boxe, là, l'entourage est super important parce que tu te fies à ce que quelqu'un te dit, puis tu le mets en application. Puis tu peux recevoir un coup d'en face si tu fais pas comme il faut. Ouais. Toi, est-ce que vous ton avez des genres entourage... de coach? Ben, c'est ça qui est dangereux, c'est qu'il faut que tu t'entoures bien. C'est là où je voulais en venir. Ton entourage, là, tes amis, c'est eux qui te disent les vraies affaires. Comment tu choisis ton entourage? C'est important que tu les payes, mais pas trop pour qu'ils soient toujours à l'aise de t'envoyer chier. Mais c'est que ton entourage, c'est primordial, man. Puis c'est primordial, peu importe qu'est-ce que tu fais, mais surtout dans la boxe et tout, parce que tu veux pas des yes men. C'est la dernière chose que tu veux. Tu veux vraiment pas des yes men. Tu veux des gens que tu payes, qui sont avec toi pour les bonnes raisons, mais que... Puis surtout, un coach, c'est comme un peu un gérant et tout, puis il n'y en a pas beaucoup des bons. En tout cas, pas dans mon... C'est comme tu peux les nommer sur les doigts d'une main, là, vraiment. Fait que c'est comme de la même manière qu'un gérant, là, c'est quelqu'un qui fait chier la production avec qui tu travailles, tellement il défend tes intérêts, mais il te fait chier toi aussi. Ouais. T'es entre l'arbre et l'écorce. Il est entre l'arbre et l'écorce. Lui, exact. Il défend à la production, puis après ça, il te parle, mais il défend la production. Non, mais moi, je le vois pas dans ce sens-là. C'est qu'il défend à la production, il se bat pour tes droits de la manière la plus farouche possible, mais il se bat tellement pour tes droits que ça te fait chier toi aussi, tu comprends? Okay. Que ça veut dire, genre, comme,
Même chose qu'un coach, mange pas ça. Pourquoi t'as mangé ça? Va chier. Ou alors, mettons, fais pas ça, ou prends pas ça, ou prends pas cette habitude-là, ou deviens pas complaisant là-dessus, ou alors travaille, même si t'es connu, tout ça, tu sais. Fait que... Moi, je l'ai pris parce que moi, je suis pas gérant en tant que tel, mais je travaille avec des boxeurs qui ont pas de gérant. Puis des fois, je fais un peu le rôle du gérant. Là, des fois, le boxeur, il me dit « Ouais, mais moi, là, j'aimerais ça avoir telle affaire ou boxer telle date. » Je dis « OK, parfait. » Là, je m'en vais voir l'équipe de promotion. Je dis « Hey, tel boxeur aimerait boxer tel heure pour puis tel truc. » Là, ils me disent « Ouais, mais là, on peut pas, c'est pas possible. » Là, je retourne voir le boxeur. Puis là, ben, autant, moi, je vais dire à la promotion « Là, ça prend absolument ça, puis il faut faire ci, il faut faire ça. » Là, ils vont me dire « Ben non, c'est pas possible. » Là, je m'en vais voir le boxeur. Puis là, je vais dire « Non, c'est pas possible. » Puis là, le boxeur va dire « Fait que, moi, je suis tout le temps entre l'arbre puis l'écorce où je défends le boxeur face à la promotion. Puis après ça, j'arrive, mais il faut que j'explique ça au boxeur que lui, il sera pas nécessairement content. Puis être bien entouré, c'est-à-dire, vraiment, toi, tu fais ça un peu sur le side, mais comme avoir un bon gérant, genre, comment ça peut faire chier même l'artiste ou le boxeur, c'est dans le sens où est-ce que moi, je suis ton gérant, puis tu viens me voir, puis tu me dis, moi, je veux boxer dans 2 mois. Je vais te dire, on va te faire foutre. C'est ça que je vais te dire. Puis je vais te dire, ben, si tu veux boxer, ben, tu reviendras me voir quand tu seras prêt, puis tu vas être au poids, puis tu auras fait un peu de promo, puis tu vas être vraiment... Parce que l'occasion, il y a une expression là, qui dit, c'est quelqu'un il va toujours talk shit dans ta face, mais il va toujours avoir ton back quand t'es pas là. Exactement. Puis ça, c'est rare. Peu importe ce que tu fais, c'est rare. Fait que si t'as ça en humour ou en boxe, il faut que tu t'accroches. Fait que c'est vraiment primordial d'être bien entouré. Puis tu les vois, les gens qui ont tout le talent du monde, tout le potentiel du monde, puis ça finit par pas être ce que ça aurait pu être. Puis ça, en boxe, il y en a tellement. C'est du monde qui ont tellement de talent, mais c'est le fun de faire un parallèle parce que je sais que l'humour, c'est percer. Faire de l'humour, n'importe qui peut en faire, mais d'être bon puis de percer, c'est tellement difficile. Puis de rester là aussi. De rester là, mais c'est le même. C'est vraiment, n'importe quelle discipline pour te rendre au sommet, c'est ça. Puis en boxe, tu vois des gars talentueux puis qui n'ont pas besoin de s'entraîner tant que ça puis qui performent jusqu'à un certain niveau en coupant les coins ronds, mais éventuellement, ça les rattrape. Là. On parle d'humour. Là. Moi, un gars comme François Pérusse, j'ai le plus haut respect du monde pour ça parce que lui, pendant je sais pas combien d'années, il faisait les 2 minutes du peuple, puis c'était avec de l'actualité. Il se levait genre à 4 heures du matin, là, il prenait les journaux, puis là, à 6 heures, il y avait un 2 minutes de fête là, sur l'actualité qu'il avait enregistré avec ses voix, avec sa guitare. Avec, comme, des fois, il faisait une chanson là, le matin, mais à chaque jour, il était constant, il était capable de... Puis il l'a fait pendant des années, là, puis il a importé ça en France aussi. Quand on parlait de compétitivité tantôt et tout, c'est vraiment le mindset qui va te permettre de faire ça longtemps parce que même, puis là où est-ce que moi, quand je te dis en humour, ils disent qu'il ne faut pas être trop compétitif, puis ils ont tort, mais ils ont raison. C'est là-dessus qu'ils ont raison, c'est qu'une telle longévité, de quoi tu parles, puis d'être capable de faire ça, le seul moteur qui va te permettre de t'entraîner autant que ça, il me semble que c'est l'amour de ce que tu fais, dans le sens où il aime ça, fait que peut-être ça prend de la discipline, tout ça, mais il aime ça à ce point-là. Il est en amour avec ce qu'il fait, là. Il a du plaisir, sinon exact. Elle se réveille à 4 h du matin tous les jours, puis c'est du stock, là, comme tu disais. Là. Je savais pas qu'il faisait. Moi, là, pour la petite histoire, Mario Tessier, c'est un fan de boxe. Ouais. Une fois, il était venu s'entraîner avec nous, puis il voulait me remercier absolument. Il dit « Viens voir mon show ». Là, je m'en vais voir son show, tu sais, puis il dit « Mais je veux absolument que tu restes à la fin, tu sais. Je veux que tu me dises c'est quoi tes commentaires, tu sais. Je veux avoir ton œil critique, là, tu sais. » Je dis « OK. » Mais ce qu'il m'avait pas dit, c'est qu'à la fin, il y avait un line-up, puis il devait signer des autographes pour tout le monde, prendre des photos. Fait que là, moi, je suis là, puis j'attends, tu sais, puis je veux pas aller prendre une photo avec lui. Là. Je suis comme, tu sais, je trouvais ça gentil, mais tout. Je vais pas aller, je prends même pas des photos avec les boxeurs, là, tu sais. Puis là, il y a un gars à côté de moi, puis je suis comme, il me dit quelque chose. Puis là, en plein milieu du line-up, et pendant qu'il y a plein de monde qui est là, il dit hey, en passant tout le monde, je voulais juste vous présenter 2 personnes. La première personne, là, c'est un gars, un coach de boxe international. Puis là, il dit c'est Sam, tout ça. Là, j'étais gêné. Je suis pas le gars le moins gêné du monde par rapport à ça. Puis il dit à côté, c'est un de mes amis d'enfance. C'est François Pérusse. Puis là, je dis oh shit, c'est François Pérusse. Je capotais. Parce que moi, là, toi, tu le sais pas parce que tu me côtoies pas assez, mais Anton, dans ma tête, moi, des jeux de mots plates, là, je peux t'en faire, là, comme François Pérusse, là, j'en ai dans ma tête, là, chaque moment, OK? Pas aussi bon que lui, hein? J'ai été le voir, là, François Pérusse, là, puis j'ai eu l'audace de lui dire, là, hey, fais-toi-en pas, je te comprends, moi aussi, je suis de même, j'ai tout le temps des bonnes jokes dans ma tête, là. Je peux pas les dire, je peux pas les dire parce que le monde, au bout de 5 minutes, là, sont tannés. J'ai comme toi, tu fais des 2 minutes, t'es smart, là, tu fais juste 2 minutes par jour. C'est fucking drôle, c'est fucking drôle. Ouais, c'est fou que tu sois tombé sur lui. Mais...
Oui, donc lui, un des trucs qui a fait en sorte qu'il est resté au sommet tout le long, un peu comme en boxe, c'est vraiment la discipline, la régularité. À chaque jour, il se levait tôt, il était discipliné, il faisait ses affaires, il étudiait, il continuait, puis ça lui a ouvert tellement de portes. C'est là où est-ce qu'aussi on se sépare un peu la boxe et le truc, c'est que, ouais, t'as raison, parce qu'un Mayweather, je sais pas si c'est vraiment l'amour de la boxe qui l'a poussé à être, c'est un gars avec des gros traumatismes, puis comme il a vu sa mère faire du crack et tout, puis il est né dans un gym de boxe, puis il le dit lui-même, on m'a forcé la boxe, c'est pas moi qui l'a choisi, tu sais. Mais en même temps, maintenant, est-ce qu'il est capable de se sortir de la boxe? Il y a des millions en banque, là. Il va encore faire des combats à gauche puis à droite. Beaucoup de gens disent que c'est par besoin d'argent parce qu'il y a un lavish lifestyle, puis j'ose pas me... Je pense pas, parce que moi aussi, j'ai entendu, mais lui, on parle plus de millions, là, c'est pratiquement 1 milliard. Là, c'est des centaines et des centaines de millions. Fait peut-être qu'il y a un lavish lifestyle, mais à the end of the day, là, c'est... Mais c'est que la différence, en tout cas, là où est-ce que je la vois, c'est que, tu sais, comme il y a des gars que c'est vraiment des assassins parce qu'ils n'ont aucun choix que la boxe, puis c'est ça qui est ça, puis lui, il a grandi dans un village au Mexique, puis ça va être ça, ou ça va être, genre, tu crèves la dalle, tu comprends, mais c'est pas la même chose en humour. En humour, quand j'arrive sur la feuille, ou qu'il faut que j'écrive, ou que je vais faire un show, je vais pas être en train de me dire, je suis un killer, je vais les avoir, tout ça. Je dois... non, bro, je dois être dans le plaisir, il faut que je sois relax. Puis même, la boxe, c'est pareil parce que je suis jamais aussi bon quand je boxe que quand je m'amuse. Mais tu peux pas t'amuser. Par contre, un François Pérusse ou alors d'autres humoristes, si t'arrêtes de t'amuser puis que tu roules juste sur la discipline, tu vas le faire, mais ça va pas être très drôle. Faut qu'il y ait du soul, faut qu'il y ait faut que tu sois en train de t'amuser. T'sais. Mais par contre, quand je parle à mes amis qui sont plus boxeurs, mettons Mirage, Lishana ou des gars, ou des filles ou des gars comme ça qui s'entraînent vraiment beaucoup, je les vois, ils sont écœurés. C'est pas qu'ils aiment moins la boxe que moi. C'est juste que pour moi, la boxe, c'est ma pause. J'arrive, ça me met en forme, ça me met je suis content le reste de ma journée, j'ai mon hit d'endorphine, mais eux, ils en respirent. C'est ça, exact. Il y a beaucoup de monde qui viennent, on va se dire, la boxe, ça attire beaucoup une clientèle plus démunie. Là. Ouais, exact. Les grands champions, ils arrivent souvent d'un background assez rough, puis effectivement... Ils sont écœurés, eux, de la boxe. Soit ça, soit rien. Là. Exact. Éventuellement, t'as pas... Même si t'aimes pas la boxe tant que ça, si tu manges pas, ça finit par être pas pire. Mais l'autre affaire aussi qu'on a vue régulièrement, c'est à partir du moment où les gars qui avaient cette faim-là, qui voulaient sortir là, à tout prix, quand ils commencent à faire de l'argent, là, ils s'embourgeoisent un petit peu, puis là, ils n'ont plus la même faim. Exact. Donc là, ils ont plus même plus chose envie. en humour, en passant. Ah ouais, hein? Sur beaucoup de... bien sûr, ben oui. T'arrives, t'as le couteau entre les dents, puis l'humour aussi, c'est un sport de pauvre, là, fait que comme... c'est vrai, ça demande rien, ça demande de l'esprit, puis d'être chômeur, puis glandé, tu sais, fait que comme puis t'as le couteau entre les dents, puis tu veux te battre, puis t'es pauvre, puis tout ça. Moi, je serais jamais aussi motivé que quand je dormais sur le plancher de mon ami, tu sais. Mais à the end of the day, c'est un parallèle qu'on peut faire après avec n'importe quoi, là. T'es un agent d'immeuble, là, tu sais, puis t'as de la misère à vendre 3 condos par année, puis là, tu te bats, tu sais. T'es prêt tu fais du porte-à-porte, éventuellement, quand tu fais des millions, ouais, c'est ça. C'est pas la fin du monde si je l'ai ou je l'ai pas, ce listing-là. C'est ça, mais contrairement au boxeur... Puis même un peu l'humoriste par rapport à sa réputation et tout, tu sais, il risque moins, lui. Mais si tu t'embarques sur scène puis t'as pas la fin nécessaire pour le faire, tu risques ta carrière. Puis en boxe, tu risques ta vie. Fait que c'est comme, c'est quoi le moteur que tu vas trouver qui va te permettre de performer au plus haut niveau tout le long? Puis c'est pour ça que je te dis que la compétition, oui, OK, mais au final, tout doit se résumer à l'amour que tu as pour ça. Puis est-ce que tu aimes assez ça pour montrer la discipline qu'il va falloir puis travailler assez fort pour rester au top tant que tu es là. Tu sais. Tu parles de discipline, de travailler assez fort, d'être au top. Ça me fait penser à un de nos boxeurs qui est rendu un boxeur québécois maintenant, Christian Mbili. Il vient d'être promu au titre de champion mondial. Avant, il était champion mondial par intérim. Ouais. Quand il a battu Suliki, il était allé se battre contre Lester Martinez. Ça, c'est son dernier combat, ça? À Las Vegas. C'était le dernier? Ouais. Il a fait un match nul de Canelo Crawford. Ouais. C'était une guerre mondiale. C'était une guerre, bon, je les regardais, puis c'est fou le conditioning pour des gars aussi lourds, aussi gros. L'autre, il est Chris Mbili, on le sait, mais l'autre, il est dangereux, bro. Il bouge vite. Donc ça c'est vraiment drôle parce que j'en parlais même il n'y a pas longtemps avec Antonin. Tu aurais pu me proposer n'importe quel gars à 168 livres. Là. Tu m'avais dit, OK, lequel tu veux pas pour Mbili? Je t'aurais dit Lester Martinez. J'ai vu pourquoi. Mais je suis sûr que si tu avais demandé à Lester Martinez
quel gars tu veux pas Il aurait dans dit les 160 il aurait dit Mbili. Mais Ouais. là, les gars, c'est le combat qu'ils voulaient. Ouais. Non, mais l'argent était bon, mais C'est- l'affaire là-dedans, là, c'est que tantôt, t'en parlais. Pourquoi est-ce que Mbili, qui est rendu champion mondial par intérim, Va se il battre reste battre contre Martinez, que personne connaît, mais qui est vraiment dangereux, qu'on connaissait nous-mêmes bien avant parce que. Mais pourquoi? Moi, je vais te l'expliquer. C'est Explique. assez simple. Là. Il y a beaucoup de monde qui chiale que, contrairement au UFC, la boxe, il y a trop les boxeurs choisissent. On voit jamais le combat qu'on veut voir. Un peu, ça arrive un peu ça. Puis en même temps, c'est bon parce que ça permet justement aux athlètes de maximiser leur carrière. On le dit, c'est un sport qui est dangereux. Les gars, au moins contrairement au UFC, sont vraiment bien payés. Mais tu sais, c'est jamais parfait parce que c'est vrai qu'il y a plein de combats qu'on veut voir qui ne se concrétisent pas. Oui. Puis c'est en train de changer. Parce que Turquie, Turquie à la chic, il met les Arabie l'argent. Saoudite, il y a tellement de moyens. Puis lui, il veut vraiment redresser ça. Fait que lui, c'est le combat qu'il voulait. Il a dit, moi, je veux voir Christian Mbili parce que on savait que c'est un peu compliqué la situation à 168 livres avec Canelo Alvarez qui monopolisait les titres puis qui n'avait pas vraiment d'opportunité pour personne. Il a dit, moi, je veux ce combat-là. Je veux Canelo contre Mbili. Je veux Mbili contre Lester Martinez. Mais l'affaire là-dedans aussi, c'est que, puis là, ça, c'est un jeu de coulisses, c'est que Lester Martinez, son manager, c'est Terence Crawford. Fait que là, tu sais, Crawford, Il boxait contre Canelo. Puis le combat qui devait être le co-main event, finalement, ça a été relayé comme de 1 parce que Dana White, il voulait que son poulain fasse la demi-finale. Mais comme Crawford se battait contre Canelo, il a dit, moi, je veux que mon gars, il boxe là aussi. Puis je veux qu'il soit dans un combat majeur. Wow. Fait que là, puis la Turquie l'a regardé. Il a dit, OK, mais Là, ça, c'est le combat. tu parles de l'ordre des combats. Là. Juste une petite parenthèse, là, c'est quand même malade. Il y a eu 4 combats. Ben, il y a eu 3 combats sur Netflix jusqu'à date. Il va en avoir un 4e bientôt. Puis, je sais pas si tu as déjà pensé à ça, là, mais 3 des 4 combats, il y avait un boxeur d'Eye the Tiger sur la carte. C'est fou. Wow, là. félicitations. Merci, c'est malade. Non, Félicitations. c'est impressionnant de penser à ça. Là. Quand le premier, c'était Jake Paul contre Mike Tyson. On n'était pas sur la carte. Moi, j'étais là avec Lucas Baddy. Lucas Baddy, mais il n'y a personne d'Eye the Tiger. Mais, ouais, mais c'était pas télévisé, Lucas Baddy. Pas sur Netflix, non. Non, c'était pas sur Netflix. Il était sur la carte, sur YouTube. Ouais. Mais c'était quand même sur YouTube. Il faut qu'on voit des combats sur Netflix. Ils ont frappé là, les millions de vues aussi. J'en doute pas. Là, c'est Après sûr. ça, l'autre, le suivant, c'était... C'était Canelo contre Crawford. Ouais. C'est Mbili qui était sur la sous-carte. Après ça, il y a eu Joshua contre Jake Paul. C'était Leila Baudouin. Puis le prochain, ça va être Tyson Fury contre Makhmoudov. Tu sais, vous êtes des pros, vous pouvez expliquer ça. Qu'est-ce qui se passe avec Canelo? Il est-tu moins bon ou c'est juste qu'il mise trop sur sa force? Puis, Je vais laisser Antonin commencer. Ben, il y a plusieurs éléments. Je pense qu'il ne faut pas oublier. Il a commencé à boxer à 16 ans. Hein. Ouais. Fait que, il a une grosse carrière. Professionnel à 16 ans. Il a commencé à boxer professionnel à 16 ans, tu as raison. Puis je pense que c'est vraiment le côté embourgeoisement. Là. Le rendu là, il a fait tellement. Lui, c'est. On parle de beaucoup d'argent, Des là, mais là, centaines de ça, millions. c'est next level, beaucoup d'argent. Là. C'est des 80 millions à toutes les fois qu'il se bat. Là. Ouais. Éventuellement, là, y a-tu vraiment besoin, envie, l'espèce de rage qu'il avait, là, qui le faisait tout casser. Puis en ce moment, là, je pense que toute son équipe sont à l'aise, sont bien. Là, quand ils sont dans son combat contre William Skull, je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais il a boxé contre un boxeur cubain qui se déplaçait, puis jamais... Il y a eu le sentiment d'urgence. Ils n'ont jamais pesé sur l'accélérateur. Ça. Il revenait dans le coin, puis tu disais, bon, good job, parfait. C'était le combat le plus plate de l'année. Il n'y avait rien qui se passait, puis son coin était bien content. Il ne se fait pas faire mal, tout le monde collecte, ils sont bien contents. En boxe, comment ça fonctionne? J'imagine que rendu à ce niveau-là, dans ces bourses-là, ils ont une entente particulière, mais tu n'es pas payé au salaire. L'équipe d'entraîneurs est payée à la commission. Ils font un pourcentage de tes bourses. Fait que mais souvent quand c'est des millions, t'es capé. Il y a un sommet éventuellement, mais tu sais, t'es payé en fonction de ce que le gars va faire. Fait que, quand il fait ce genre de bourse-là, il devient un peu ton c'est malsain parce que le boxeur devient le boss aussi. Là, ouais, c'est important. Yes man, ouais, exact. Ouais. Ouais, c'est complexe. Ouais. Donc, tout ça pour dire que Netflix, on va avoir un événement
aussi bientôt. Wow. Sur vous, Netflix. Makhmoudov contre Fury. Juste rapidement, là, cette semaine, Camille Estefan, le président d'Eye of the Tiger, nous a annoncé Mbili qui devient champion régulier. Il nous a annoncé que Makhmoudov allait se battre contre Fury. Attends, Makhmoudov, c'est-tu genre celui qui est chauve? C'est un poids lourd, un très grand poids lourd. Un gros boxeur russe. Qui est toujours en train de slip. Il y a, il y a comme des tics nerveux un peu au niveau du cou. Il est gigantesque. Là. Il a l'air du russe dans Rocky 4. OK. Parce qu'il y a un boxeur comme ça que je suis, que je sais pas c'est qui, mais il boxe comme... Bro, il y a un head movement incroyable. Il se fait presque jamais toucher, genre, mais... Un boxeur du Québec? Non, c'est à l'international. Imadov ou je sais pas quoi. Je le follow, mais je ne me rappelle plus son nom, mais... Oh, je vais essayer de penser... Il est chauve, il a une barbe comme style musulman et tout, mais... Je ne me rappelle pas son nom, mais il move. Il bouge bien. Wow, un gros gars comme ça, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment nice, man. Parce que, tu sais, comme même en tant qu'amateur total, tu ressens... En tout cas, je sais pas, moi, j'aime beaucoup la boxe. Je ressens toujours le besoin de, comme, m'améliorer puis devenir bon là-dedans à un niveau. Mais il y a un niveau où est-ce qu'il faut que tu te poses la question, puis t'en parlais avec Adib, mais... Parce qu'il y a un niveau où est-ce que tu pourras pas aller plus loin que le nombre de sparring que tu fais. Puis, en fait, il faut que tu spares un peu plus souvent pour... Mais puis c'est là où est-ce que... Mais la raison, l'affaire là-dedans, là, c'est pourquoi est-ce que tu vas sparer aussi souvent si tu gagnes pas de l'argent avec ça. Exact. Là, ben oui. Si t'as pas comme un objectif clair. Parce que la boxe, ça aussi, Adib, il le disait, les conséquences sont réelles. Ben oui, absolument. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir des sparring partners quand même respectueux, mais un coup à la tête, c'est un coup à la tête à la fin de la journée. Puis, bro, moi, je suis dans les rankings en humour, pas en boxe. Là, tu comprends? Je vais jamais faire de l'argent avec la boxe. Fait que c'est dommage, mais cette envie de vraiment m'améliorer là-dedans, elle a une limite. Ouais, non, j'ai envie d'être bon, mais je vais pas prendre un coup à la tête, bro. Ma job, parce que ma passion, c'est l'humour. C'est d'utiliser ta tête, ta job. Mettre les gants juste pour mettre les gants, c'est pas... Il y en a qui ont besoin de ça. Ouais, non, mais ils devraient pas, honnêtement. Tu sais, n'importe quel gars qui, après sa carrière, fait du jiu rendu là, tu sais, si tu veux absolument te battre puis compétitionner... Là, il va aller faire des arts martiaux puis tout le monde va rire de lui. Non, mais pas de ça. Moi, je pensais... Dans ma tête, c'est karaté sportif, là. Non, mais... Ouais. Mais... Les gars que tu regardes jouer au hockey dans une ligue du dimanche, pourquoi ils veulent être bons? Ils veulent être bons parce que c'est le fun, être bon dans ce que tu fais. Ouais, mais là, si le fun veut dire manger des coups de poing sur la tête, c'est pas bon. Là. Je sais, mais fun, ça veut dire slipper un coup de poing puis en mettre un au foie. Ça, c'est fucking fun, tu vois. C'est incroyable. Puis veut pas, moi, j'ai toujours aussi voulu savoir me défendre. Puis avec le style d'humour que je fais, je dois savoir me défendre. Est-ce que ton humour t'a déjà... amené justement là, sorti. Non, sorti plus souvent qu'autrement, mais moi j'ai fait tu sais, comme j'ai eu un mini scandale à cause d'une chronique que j'ai fait à Radio-Canada, puis bref, ça a fini que j'ai été retweeté par le ministre de la CAQ et tout, disant que j'étais un raciste anti... Bref, pour sous-entendre ça, tu sais, puis une fois, j'entrais dans un magasin, puis il y a un gars qui est rentré, puis moi, je suis habitué à, si tu m'approches, souvent, soit tu es un gars qui aime ce que je fais ou quelque chose comme ça, puis je regarde pas trop mes alentours. Souvent, je suis comme un peu... puis tu sais, il rentre, puis il me parle, puis je comprends pas trop qu'est-ce qu'il veut, puis il me dit genre, ouais, ta chronique, je sais pas quoi. Je finis par comprendre qu'il est fâché, puis je désescalade la situation et tout, puis au final, il me dit, tu sais, comme, bref, on se parle, puis je dis, OK, mais j'ai le droit de dire ce que je veux, puis il me dit, ça me rend agressif. Puis je suis comme, OK, ben vas-y, soyons agressifs live, tu comprends? Puis heureusement que ça s'est pas passé, mais après, je réalise, ben bro, j'aurais perdu quoi qu'il arrive, tu sais, c'est comme soit... après, t'aurais été quand même dans les médias. Même si je le pète, même si... Puis la boxe, c'est à la fois le meilleur sport puis le pire sport pour l'autodéfense, parce qu'un coup de poing peut changer la vie de quelqu'un, tu sais, fait que... Souvent, par exemple, quand tu pratiques la boxe, tu sais, comme là, toi, t'as dit, OK, mais allons-y. Comme le gars fait... Ouais, non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Parce que là, tu as la confiance en toi de dire, regarde, tu veux qu'on aille là, on va aller là. Mais après avoir essayé de vraiment dire, je suis dans un... je veux pas me battre. Mais généralement, juste l'espèce de confiance que tu vas avoir de dire, marcher. Allons-y, ça va changer même un peu, sans le dire. Juste la prestance de dire, regarde, moi, je te dis qu'est-ce qu'il y a, j'ai une certaine confiance en moi. Là, tu as essayé de désescalader, tu as fait ça. OK, allons-y. Là, le gars va, attends, là. Non, mais c'est pas ça que... Exact. From Montreal, Quebec, Canada. Here's your
Et moi, je vais t'amener quelque part. Là, tu parlais de l'affaire du ministre, qui parlait un peu de. Mhm. Tu disais qu'il y avait du racisme, whatever. Je connais pas exactement l'histoire, mais hier, on avait une discussion, puis j'aimerais ça que tu nous donnes ton point de vue, là, parce que on avait on s'ostinait, mais on essayait de ranker les meilleurs boxeurs de l'histoire du Québec. Puis on se disait, tu sais, j'amenais qu'Arthur Beterbiev, avait champion unifié, mais ça, il me dit, ouais, mais c'est pas vraiment un Québécois. En fait, ce que j'ai dit, c'est que les gens, ils vont jamais le considérer comme un Québécois. J'ai pas dit que moi... Non, pas nécessairement. Non, mais c'est comment on considère quelqu'un si qui est un athlète Québécois est considéré comme un Québécois ou pas. Tu sais, il habite ici depuis une dizaine d'années, ses enfants vont à l'école en français. Moi, c'est ça que je disais. C'était mon point. J'étais comme... Le gars, il a fait des millions de dollars, puis il paye ses impôts ici. Il est Québécois en tabarnouche. Je pense que c'est à la fois la culture et comme déjà Arthur Beterbiev, il parle russe. Si je n'ai pas envie de dire n'importe quoi, il parle russe et puis il a grandi dans cette zone-là du monde. Mais s'il parlait russe, mais qu'il était né ici, admettons, puis qu'il y avait aussi cette expression vraiment de son côté québécois, comme les gens le verraient plus québécois, mais ça ne sera jamais la même chose que comment ils vont voir, mettons, toi, ou comment ils vont voir. Ah, mais mettons, Jean-Pascal, même s'il n'est pas né au Québec, il a fait toute sa boxe au Québec. Il est considéré le Canada aux Jeux Olympiques. Culturellement, il est déjà plus. Il est considéré comme un Québécois. Là, exact. Parce que quand on parle de meilleur boxeur du Québec, tout de suite, il embarque. Le monde s'ostine sur lui, sur Davidson, whatever. Il y a certains noms qui circulent. Mais Arthur Beterbiev ne ressort pas vraiment. Là, est-ce que Christian Billy, parce que ça fait moins longtemps qu'Arthur qui est ici, OK, il parle français, mais est-ce que ça fait de lui plus un Québécois ou je dis pas que ça fait plus ou moins. Moi, je pense qu'il fait partie. Moi, personnellement, je sais pas, j'ai de la misère un peu à... Je me disais, t'es-tu né ici? Moi, je suis né ici, ouais. Puis c'est des questions qui seront... parce que ça dépendra toujours de ta définition, puis de l'autre définition, puis tout ça, parce que dans le sens, dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire être québécois? Au niveau juridique, Beterbiev est canadien, il habite au Québec, et c'est comme... Je dis pas qu'il l'est pas, ou alors que c'est juste que les chances, admettons, pour le public de boxe québécois de relate à Beterbiev sont un peu plus difficiles que les chances de relate en tant que Québécois avec déjà un Mbili, qu'il y a moins la barrière de la langue. Puis, on va dire, tu sais, comme, mettons, moi, si j'étais un boxeur, vu que je suis né ici, puis je suis québécois, tu sens l'accent québécois quand je parle, puis tu sens la culture québécoise quand je parle, ça va être plus facile à tout le monde de dire, oui, lui, c'est un boxeur québécois. Mais, puis c'est un peu... Ben, on n'est pas rendu là comme aux States. Aux States, Mayweather, il est américain, mais en même temps, c'est d'une autre histoire, puis ça fait des générations que les Noirs sont là. Mais même si moi, j'étais né ici, comme est-ce que je serais vu autant québécois que si toi, tu étais Beterbiev, mais qu'il y avait ta face puis ton accent? Ben, dans ce cas-là, c'est comme ça revient aux sensibilités des gens et tout. Mais ouais, Beterbiev est un boxeur québécois. Écoute, moi, il me dit je suis québécois, je vais dire oui. Il me dit je suis canadien, je vais dire oui. Il me dit je suis mexicain, je vais dire oui. Et si tu dis tais-toi, tu vas rien dire. Mais tu sais, on fait des jokes là-dessus, mais même lui, je pense des fois, ça le blesse qu'on le voit autant que ça fait peur et tout. Tu sais, je vois comme en dessous de ton commentaire, genre où est-ce que tu dis... Comme tu avais fait une vidéo où est-ce que tu riais un peu de lui, tu disais il m'a pas tué cette fois-ci. Il y a juste lui, genre fucking russe, qui comprend rien. Qui est comme why you say I hurt you, people think I hurt you. Mais ça a l'air d'un super sweet guy. Mais en fait, Arthur, il fait tout le temps des blagues. Puis tu vois même en conférence de presse, là, souvent il est comme écoute, j'espère. Il demande comment tu trouves ta performance ce soir, tu sais. Ben, j'espère que je vais être un bon boxeur bientôt. Je continue à travailler. Comme... Là, mais là, il y avait genre 20 victoires, 20 knockouts. Ouais, 20 victoires, 20 knockouts. Là, c'est de la chance. Là, des fois, on travaille pour notre chance, mais c'est de la chance. Là, mais en même temps, il est musulman. Puis c'est qu'il y a un aspect... Bref, en tout cas, je ne veux pas trop rentrer là-dessus. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Merde. Mais dans le sens où tu vois, Beterbiev, il réfléchit un petit peu comme Khabib, ou dans le sens où ces gars-là ne vont jamais s'approprier la victoire parce que dans la religion, c'est comme... C'est Dieu qui accorde la victoire. Ben, il dit ça. Arslanbek, même quand il a perdu, dans le ring, l'autre avait la main levée, puis lui, il était comme Inch'Allah. Exact, parce que
parce que c'est comme on venait, ça revient au mindset. C'est là où est-ce que l'islam et les sports de combat sont vraiment au niveau de l'humilité que ça prend pour toujours rester au top. C'est que toi, tu peux, en tant que... Tu peux juste faire la cause pour quelque chose. C'est-à-dire, je peux juste m'entraîner. Je peux pas te décider si je vais gagner ou pas. Ça, c'est pas moi, le outcome. Il n'y a rien de tout ça qui est dans mes mains. Tout ce qui est dans mes mains, c'est dans la préparation. Puis ces gars-là, ils pensent comme ça, vraiment. Un autre truc qui est par rapport à la religion, Mhm. mais qui rend le personnage de Beterbiev très épeurant, Mhm. c'est qu'à chaque fois, lors des présentations, Mhm. il regarde son adversaire, puis tu le vois, il fait... Ouais. Puis là, tout le monde est « Oh my God, qu'est-ce qu'il fait? » Mais tu sais, lui, il prie. Il prie. Il Ben prie, oui, il prie t'a pour fait- que lui s'en sorte indemne, Ben puis oui, pour exact. que son adversaire s'en Ben sorte oui. indemne, puis tu sais, pour que tout se passe bien. Exact. Mais quand tu le regardes là, avec sa face de plâtre, là, qui est comme... Il est comme ça. Puis, Puis lui, il est souriant dans sa tête, là, mais tu sais, en Mais- plus, les gars avec Puis, leurs arcs. tu connais pas vraiment Arslanbek Makhmoudov? Non. Parce que tu vas voir, ben, il va boxer sur Netflix bientôt. Fait que tu vas avoir la Nice. chance de le connaître. Il y a un peu ce personnage-là. Là, Ouais, tu sais. absolument. Parce que ça, c'est comme si t'es musulman puis tu pratiques un peu plus, ben c'est comme ça que tu penses. Fait que c'est comme. Je le sais qu'est-ce qu'il est en train de T'es se comme- dire, même s'il est comme. Parce que vraiment, puis c'est vu comme arrogant pour un musulman, admettons, de dire, tu sais, comme j'ai gagné parce que j'étais meilleur. Puis ultimement, dans la réalité, c'est. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? J'ai gagné parce que cette soirée-là, j'ai fait ça. Lui, il a pas fait ça. Puis tout ça, c'est Ouais. pas meilleur, ça n'existe pas. C'est je Ouais. fais ce Mais qu'il c'est faut. Puis c'est lui, tout le il temps, l'a pas fait. alhamdoulilah. Alhamdoulilah, exactement, quoi qu'il arrive. Tu sais. Ouais. Puis c'est nice parce que les sports de combat, ça a amené ça. Où est-ce que, tu sais, souvent, l'islam, c'est mal vu et tout, mais des gars comme Mohamed Ali ou Beterbiev ou Khabib, tout ça, tu sais, comme. Ouais. Ils expliquent des trucs bêtes comme ben, alhamdoulilah, ça veut pas dire je veux te tuer, c'est juste merci à Dieu, j'ai gagné. Tu comprends? Ou merci, quoi qu'il arrive, que j'ai pas gagné. Fait que, Ça veut pas dire que c'est entre les mains de Dieu, justement, ça? C'est quoi, alhamdoulilah, c'est la gloire est à Dieu. non? OK. La gloire, tout appartient à Dieu. C'est pour ça que quand tu dis, admettons, si tu vas me dire yo, Anas, t'étais vraiment fort dans ton dernier combat, je veux dire alhamdoulilah. OK. C'est pour ça que j'étais fort. Et puis toi, est-ce que tu fais ça, mettons, avant tes spectacles ou après tes spectacles quand ça va 100%, bien? parce Ouais. que tu peux pas te permettre de croire. C'est un métier qui peut facilement te faire croire que t'es le meilleur, puis t'es meilleur que les autres, puis ça marche pour toi parce que t'es bon. Non, ça marche pour toi parce que tu sais, la personne que t'étais avant que tu sois bon a beaucoup plus contribué à ton succès que la personne que t'es quand t'es bon. Tu sais. Fait que c'est de toujours se rappeler. Les échecs que tu as faits, le travail qu'il y a eu. Ben, et le tout. travail, moi, il y a une époque où est-ce que j'étais pas aussi bon qu'aujourd'hui, mais je travaillais. Tu sais, je travaille plus aujourd'hui, mais dans le sens, dans ce temps-là, je checkais juste mon stand-up. Aujourd'hui, je dois checker tout de la même manière qu'un boxeur doit checker un peu plus sa promo et tout. C'est pas comme quand il était dans le gym 24/24 en train de juste checker sa boxe, tu vois. Puis ouais. il faut se rappeler que des fois, tu peux commencer à croire que c'est à cause de quitter, mais non, c'est à cause de ce que tu fais. Puis quand tu arrêtes de faire ça, Puis, tu. tu dis, tu sais, puis je suis d'accord avec toi, c'est important. Puis c'est toute l'humilité pour avoir du succès, c'est ultra important. Mais j'écoutais quelque chose dans un podcast récemment, puis il disait que j'essaie de le traduire en anglais dans ma tête, là, mais il disait qu'en gros, c'est que c'est socialement acceptable d'être ton plus gros critique, mais c'est mal vu d'être ton plus gros cheerleader. Ouais. Tu sais, Ouais, mettons, ouais. je pense, mettons, à un Jean-Pascal, là, tu sais, qui fait la promotion de ces choses, mais what's wrong with that? Là? Tu sais, dans le Surtout sens, c'est si t'es important noir. d'être... Ah, peut-être. Surtout si t'es noir. Mais ouais, mais surtout. C'est important, il me Ben semble, oui. de justement, tu sais, il y a tellement de monde qui vont, tu sais, quand tu atteins un certain niveau, il y a tellement de monde qui vont te vont critiquer, dénigrer. puis qui Mm. vont avoir un œil tellement difficile sur soi, mais c'est important Exact. d'avoir son bac. Là. Ben oui, c'est important d'avoir ton bac quand c'est le temps d'avoir ton bac. Il faut Ouais. que les gens aient ton bac quand on est publiquement en train de parler de toi, mais avoir ton bac, je te rends pas service si j'ai ton bac dans la salle de gym. C'est comme- Non, mais je parle de nous-mêmes. Ouais, même toi-même. Soi-même. Là, je pense que c'est 100%. important de, tu sais, de Ouais, tu dois te défendre à l'extérieur, puis tu dois te voir être critique envers- être ouais, ton pire je suis- critique quand tu t'entraînes. Parce que si t'es pas ton pire critique quand tu t'entraînes, tu vas te faire KO. Ou alors tu vas finir par être moins bon. Tu sais. Fait que c'est là où est-ce que faut que tu portes les bons chapeaux au bon Mais moment. c'est difficile, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont un langage interne vraiment difficile, là, tu sais, Absolument. qui se trouvent pas bons. Puis Ou qui savent même pas c'est quoi un langage interne. Qui checkent même pas c'est quoi, tu sais. puis- Ils sont pas vraiment intéressants. Exact, ouais. C'est important, là, justement, quand t'entends cette petite voix-là, parce qu'on a tous une petite voix des fois qui nous dit ah, ouais, c'est un peu tough comme projet, t'exagères. Non, let's go, là, tu sais, il faut être capable de Mais l'apprivoiser. tu sais, puis tout est tellement nuancé parce que cette voix-là, faut même que elle pointe quelque chose. Elle te le dit pas de la bonne manière, mais elle pointe quelque chose de bon. Tu sais, comme ta petite voix qui te dit bon, ben moi, Anna, c'était un boxeur, t'auras jamais une bonne défense. Ben, elle a pas raison, c'est pas vrai, mais elle me pointe
Ah, faut shit, peut-être l'améliorer un peu. faut que j'améliore ma défense, puis j'ai peut-être envie d'en avoir une meilleure, puis peut-être ça, en ce moment, ça me stresse. Tu comprends? C'est que ça pointe des bonnes choses. Fait que c'est pas de dire, de la pensée magique, je suis le meilleur quoi qu'il arrive, puis elle a pas raison, tu comprends? Elle pointe quelque chose. C'est de mettre le bon chapeau au bon moment, puis d'analyser vraiment tout froidement. Puis encore là, ça, c'est un autre parallèle que tu tires, c'est que rien n'est bon ou mauvais. Tout est un avantage sous cet angle-là, ou un truc comme avoir des petits bras, mettons, tu sais. C'est un désavantage, mais c'est un avantage sur plein de choses. Avoir des longs bras, c'est un avantage, mais c'est un désavantage. C'est comment tu l'utilises, là. Ouais, même comment tu le vois, comment tu l'identifies, comment tu l'utilises à ton avantage ou ton désavantage. Fait que c'est complexe, tu sais, tout est complexe. Tu vois l'espèce de voix interne dont vous parlez, moi, en tant que coach, des fois, je me dois d'être la voix externe, tu sais. Ouais. Puis, un On coach... va penser qu'on est schizophrène. mais un coach, il faut que tu arrives à voir c'est quoi les erreurs. Ouais. Il faut pas que tu sois un cheerleader. Il faut que tu sois capable de dire ça marche pas, ça marche. Mais après ça, pour moi, être les bons coachs vont être capables de trouver les bons mots. Parce que si je te dis, Chris Anas, t'es vraiment poche, man, tu te fais tout le temps pogner avec la droite, là. T'es vraiment pas bon, t'as pas une bonne défense, tu sais. Ben, là, toi, tu vas focusser sur le fait que t'as pas une bonne défense, puis tu vas focusser sur la main droite. Ouais. Mais si je te dis, hey, Anas, tu sais, on va continuer à se déplacer à ta droite, c'est vraiment bon quand tu t'en vas à droite. Ouais. Ben, tu vois, là, je te donne une direction qui va te faire sortir de ma main droite, qui va améliorer ta défensive sans même le savoir. Parce que dans ta tête, il faut que tu prennes cette direction-là, tu sais. Coach Elio, qu'on connaît, qui est head coach à Corner et tout, tu sais, comme il a partagé une quote, je sais pas c'est de qui, mais il disait que l'art de coacher, c'est de réconforter celui qui est dérangé et de déranger celui qui est confortable, tu sais. C'est 100% vrai. Puis ça revient beaucoup à ça, là, c'est d'être capable d'avoir l'image complète. C'est plus dur pour l'artiste ou alors pour le boxeur, mais c'est de l'aider à faire the bigger picture, puis qu'il voit, parce que c'est dur de voir des fois. C'est comme... Tu vois, j'avais déjà eu une prise de bec avec un athlète parce que on avait fait un sparring. Ouais. Puis moi, je voulais vraiment tester l'athlète au maximum parce qu'on était rendu là dans la préparation. Fait qu'on avait 10 rounds à faire. Puis j'avais 2 sparring partners par round. OK? Ça veut dire que dès qu'il y en a un qui commence à être un petit peu fatigué, boum, tu le changes. Puis l'autre, il reste fatigué, ouais. Puis le boxeur qui fait face à ces deux-là, lui, est tout le temps en adaptation. Ouais. Puis la fatigue a continué à s'accumuler puis tout ça. Puis à la fin du sparring, l'athlète était comme « Ah, j'ai vraiment mal fait. » Puis j'étais comme « Ben non, c'était pas mal fait. » « Ah, ben là, je veux pas un cheerleader. Non, tu comprends pas. Ouais. T'as pas mal fait. Est-ce que c'était parfait? Non. Mais t'as été mis dans des conditions pour perdre. Les conditions dans lesquelles tu étais, très bien fait. Ça, c'était vraiment exceptionnel. Tu sais. Donc, est-ce que tu as mal fait ça? Oui. Mais moi, c'était pas ça que je regardais. Là, l'objectif de l'exercice qu'on faisait là était ça. Là, tu as performé. Ah, OK, tu vois. Mais donc, à quel point, des fois, la voix interne peut venir jouer. Là, en plus, toi, t'as fight. Fait que comme toi, tu le sais, ça ressemble à quoi la voix interne avant un combat? Ouais, t'as raison. Mais on dirait que j'essaie de me remettre dans ce beat-là. Puis je pense que on dirait que tu t'as shut down la voix. Il n'y a plus rien qui se passe. Puis... C'est pas vrai. Non? Antonin, avant ses combats, il préparait sa pensée à être positive, puis il se mettait dans l'état d'esprit. Oui, mais puis ça, c'est du conditionnement. C'est du conditionnement, là, ça vient pas seul. Là. C'est pas une petite voix qui commence à... Justement, tu dis, j'ai shut down cette voix-là. Tu la dirigeais, cette voix-là. La voix à l'intérieur de toi, t'es comme, OK, j'ai travaillé, j'ai fait mes devoirs, je suis prêt. Parce que ça, tu te répètes ça pour être sûr. Là, tu veux pas, il n'y a aucun doute. Mais je me rappelle pas avoir eu de petites voix négatives qui vient te mettre en... Mais c'est vrai que tu essaies de le conditionner le plus possible. Puis, tu sais... Moi, j'ai beaucoup appris en étant avec Antonin parce que Antonin, c'était un gars qui était hyper discipliné. Il faisait tout le temps plus que les autres, puis il poussait tout le temps plus que les autres. C'est parce que j'étais moins bon, fait que j'avais pas le choix. Ben, souvent, c'est les gens comme ça qui finissent par faire de grandes choses parce que celui qui est bon, il le sait, fait que ça le tue. Puis celui qui est un petit peu moins bon, mais il est prêt à travailler, ben, c'est lui qui va être champion du monde. C'est exactement ça. Puis il se contentait pas de faire juste ce qui était demandé dans le gym.
lui, c'était pas juste comme, OK, ben, je suis sorti du gym, ma job est faite. Là. Mm. Sa job était tout le long. Là, c'était, bon, des fois, après les combats, il prenait un petit peu de temps off parce que son corps avait besoin de repos. Ouais, c'est Mais après ça, il repartait, puis c'était all-in. Mais il prenait pas juste soin de son corps, il prenait soin de son mental aussi. Mais ça, c'est admirable parce que, bon, moi, si je devais. Tu sais, comme il y a eu des époques où est-ce que peut-être j'étais moins sérieux dans l'humour et tout, puis dans le sport, tu peux pas te le permettre parce que moi, quand j'ai vraiment commencé à devenir très sérieux dans ma carrière, C'est là que tu as pris ton envol. ben oui, mais j'aurais déjà, je sais pas moi, là, des bonnes années derrière moi que j'aurais jamais pu. Tu sais, quand t'es sportif, il faut que tu sois sérieux au bon moment. Humoriste, là, tu peux niaiser toute ta vie. Reprendre, puis- à 50 ans, t'es pas fini. Là. À 50 ans, t'es pas fini, bro. Ben, t'es probablement fini, mais si t'as. Ouais, en si- boxe, à tu sais, 35 ans, moi, j'ai pris Ouais, ma c'est retraite ça. à 32 ans. Ouais, exact. C'est qu'il y a une fenêtre en boxe qui est vraiment. Ben, en sport, en général, qui pardonne pas, tu sais. Mm. Fait que moi, je sais que si j'avais été un sportif, tu m'aurais donné tout le talent du monde, j'aurais foiré. Peut-être j'aurais eu une vie différente, mais avec. Moi, j'avais besoin, quand j'étais jeune, vivre des expériences. Puis l'humour, c'est pas la même chose. Tu sais. Il faut que tu fasses autre chose, il faut que tu vives autre chose, mais voir. Il faut que tu vives beaucoup en humour. Faut que tu Pour vives pouvoir beaucoup. raconter beaucoup, il faut que tu C'est vives ça, beaucoup. faut que tu Des vives histoires, beaucoup. ouais. C'est là où est-ce que c'est pas la même chose que la boxe, mais bro, la boxe, ça demande un sérieux tôt à un âge où est-ce que tu as vraiment envie de sortir, puis de te faire voir par les filles, puis de chill, tout ça. Fait que c'est compliqué de pas laisser sa carrière. Ouais. D'ailleurs, on parlait de vivre beaucoup pour pouvoir raconter beaucoup. On parlait de boxe aussi. Tu as un super numéro sur la boxe, justement, où tu parles de Mirage. J'invite les gens à aller voir ça. C'est sur tes réseaux sociaux. Je pense que tu l'as posté. Je vais profiter de ça pour faire un petit tournant. On va parler un peu de qu'est-ce qui s'en vient. En fin de semaine, c'est une conversation qui est hyper intéressante. Puis on pourrait continuer pendant toute la journée. Jusque-là, il va falloir qu'on Il faut parle un wrap petit peu. it up. Non, mais Avant que je non, me non. fasse remorquer. C'est On a même encore pas, dans le temps. c'est même pas par rapport à ça. C'est juste parce que il faut qu'on parle un petit peu aussi de l'actualité qui s'en vient. En fin de semaine, le 31 janvier, il va y avoir plusieurs galas impressionnants. Tantôt, tu parlais de Shakur Stevenson qui va se battre contre Teofimo. Ça, c'est sur une carte qui va être au Madison Square Garden. Il va y avoir aussi... Ça va être... Ça va être pour les titres des 140 livres. Ensuite de ça, il va y avoir aussi Carlos Adames contre Austin Williams à 160 livres. Ça va être très intéressant. Puis il va y avoir Keyshawn Davis contre Jermaine Ortiz. Ortiz, il devait se battre contre Steve Claggett. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Keyshawn Davis, il devait peut-être se battre. Ben, pas il devait peut-être se battre. C'est passé à des années-lumière, mais on a Non, c'est pas assez proche quand même. On devait... Un de mes boxeurs, Arthur Biarslanov, a reçu un appel pour voir si on prendrait Keyshawn Davis. On a dit oui. Mais finalement, Ortiz puis Davis ils étaient sur le même show. Les deux ils ont perdu leur adversaire. Puis ils étaient au même poids. Ils ont dit l'un sur l'autre. Ouais. on va faire ça. Mais ça va être une grosse carte. Teofimo Lopez met en jeu son titre de The Ring Magazine. Shakur Stevenson tente de devenir champion du monde dans une 3e ou 4e catégorie. Je suis plus certain, je ne veux pas mentir. Mais Il monte de poids, en tout cas. Ouais, c'est ça. Il monte de poids? Ouais, il était Mais je champion pense- du monde à 135, là, il monte à 140. Le poids, ça, c'est un autre truc, man. Exact. Quand Mais j'avais- de mémoire, il a été champion à 126, 130, Ben, 130, 135. 135, 100%, 126, sûrement. Là. Ben, je ne suis pas certain 126. Mais 130, 135, le 140, est-ce que c'est la marche de trop? T'sais, parce qu'à un moment donné, là, d'un autre côté, Teofimo Lopez, je le vois pas vraiment monter à 147 Ah, livres. moi, oui, il est gros. Là. Dans le Ah, combat contre Steve Claggett, il avait l'air énorme. Moi, je le trouve pas si gros que ça à côté. Je me souviens du combat contre Claggett où je trouvais qu'il avait de l'air gros, mais quand je l'ai vu puis j'étais à côté de Il lui, n'est pas si gros que ça, non? je le trouvais pas si gros que ça. T'sais, Mais il n'a pas eu l'air énorme comparé de Lomachenko. Puis Lomachenko, c'est un petit bonhomme. un petit bonhomme. Puis là, tu vois Shakur Stevenson, qui lui, qui monte encore, est plus grand. Puis il semble avoir une meilleure, pas une meilleure structure, là, mais il semble bien prendre le poids aussi. Là. Fait que ça va être à voir. Là. Sinon, le 31 janvier aussi au UK, il va y avoir Bakram Murtazaliev qui va se battre contre Josh Kelly. Josh Kelly, champion IBF. Non, c'est Bakram qui est champion IBF à 154 livres. Kelly joue gros parce qu'il va être à la maison. Ça ne sera pas évident. Bakram a battu Tim Tszyu par knockout à son dernier combat. Donc,
ça va être intéressant. Fait qui est très drôle, Bakram, c'est un Tchétchène. Et puis Arthur Biarslanov, mon boxeur, et son frère Rustam sont allés là-bas. Rustam va être l'entraîneur de Bakram parce que Bakram, son entraîneur à lui, n'a pas pu avoir son visa pour voyager. Donc, Ils ont mis les gars un peu ensemble? Ils ont fait des drills techniques, je pense. Ouais, j'ai vu un peu, je parlais avec Arthur cette semaine, puis c'est qui me disait qu'il était là-bas en préparation avec un de ses compatriotes. Là. Mais je n'étais pas sûr s'il avait mis les gars. Donc, écoute, ça va être à voir. Je ne sais pas si le fait que Bakram n'ait pas son entraîneur, ça va jouer contre lui. Sûrement. C'est jamais optimal, en tout cas. Josh Kelly, c'est un bon boxeur, mais lui aussi, il a eu des performances en dents de scie ou des combats qui n'auraient pas dû échapper, il les a échappés. Donc, ça va rester à voir. Et sinon, tantôt, on parlait là, de champions mondiaux qui étaient champions par intérim puis qui ont été élevés. Il y a Abbas Baraou, qui est c'est un gars qui vient d'Allemagne. Il a été sur l'équipe nationale allemande. Il s'est promené un petit peu partout à travers le monde. C'est un genre de Christian Mbili à 154 livres. Ce gars-là, il lance sans arrêt pendant 10 rondes. Il frappe, il se donne des angles, il revient et il va se battre contre le prospect portoricain que tout le monde voit comme le futur Félix Trinidad, qui s'appelle Xander Zayas. Il est 22-0. Il va se battre contre Abbas Baraou pour le titre WBO. Il y a plus le look d'Oscar De La Hoya que Félix Trinidad. Là, mais... C'est vrai, en termes de look, beau gosse, il boxe bien. Écoute, Zayas, il prend un très gros risque en allant se battre contre Baraou. Mais Baraou, en même temps, il a été élevé à champion du monde WBA. Lui, il était champion par intérim. Et quand Terence Crawford est parti pour aller affronter Canelo, les titres sont devenus vacants. C'est fou comment il a laissé de la... Crawford, il était champion livres. du monde à 154. Il a monté 2 catégories à 168. Puis après ça, il a pris sa retraite. Fait que tous les titres sont devenus... Sont vacants. Il a libéré la boxe. 2 catégories, oui, exactement. Ouais. Mais ça, c'est bon parce que ça crée du mouvement et tout. Donc, j'ai hâte de voir si Zayas, il a pas pris un step trop rapide parce que Baraou, même si Baraou, il a juste 18 combats professionnels, c'est un vrai cauchemar. Là. Ouais, tu m'en parles avec beaucoup de... T'as l'air de beaucoup l'aimer, là. C'est sûr que... Ben, moi, les guerriers un peu à la Mbili, ça vient tout le temps me chercher. Là. C'est des gars qui boxent avec leur trip. C'est des gars qui veulent donner un spectacle, qui vont boxer sans arrêt. Là. C'est comme... vont lancer des centaines de coups de poing par ronde. Donc, ça va être un combat spectaculaire. Donc... on a coupé ça un petit instant. Ton téléphone n'arrêtait pas ça. Okay, c'est Passeport Canada? Passeport Canada qui vont m'appeler pour que je confirme que le gars, c'est un vrai gars. J'ai le goût de niaiser puis de dire c'est pas vrai, mais ça? Je le connais pas. Il essaie encore d'avoir un passeport, lui. Il m'a tellement niaisé quand il a su que je m'en venais à ce podcast-là. Ouais. Je me disais, c'est des gars de boxe. Pourquoi il t'invite toi? Je suis chier, bro. Il m'invite moi, je suis un bon boxeur, man. Fuck you, bro. T'as-tu déjà amené tes amis boxer? Erickson, je l'amène boxer avec moi, ouais. Puis t'as-tu mis les gars avec lui un peu? Un peu, mais bro, c'est comme... Il commence? Mais il est fort, il est vraiment bon. C'est insultant parce que il est athlétique. Il est athlétique, puis il a comme il est meilleur quand il spar que mettons sur les pads ou alors tu sais comme il y a beaucoup d'instinct puis il y a un head movement naturel, fait que c'est comme c'est un bon athlète, puis même dans le gym quand il regarde, il dit tu sais comme t'aurais pu boxer toi, ça aurait vraiment pu être quelque chose, tu sais. OK. Puis lui il est rendu à quel âge? 28. OK, 29, je pense. Il commençait un petit peu tard là, pour... Non, ça n'arrivera jamais. mais c'est... J'essaye de pousser le plus la boxe sur les gens autour de moi, mais Oussama, il veut rien savoir. Tu sais où tu peux commencer aussi. Puis c'est ça, j'en parle à chaque podcast. Je parle de la boxe olympique, je parle de ce qu'on appelle la boxe amateur, mais tu sais, j'appelle plus ça de la boxe amateur parce que les gens s'entraînent comme des pros. Oui, absolument. Fait que la boxe olympique... Puis d'ailleurs, le corner où tu vas t'entraîner, ils font souvent des galas. Ça roule encore? Je pensais qu'on avait... Oh non, mais ça en avait reparti. On l'a juste reparti, okay, puis il va... C'est bon. P.O. va faire sa magie, là. Donc, à chaque fois, on essaie de pousser ça le plus possible, là, la boxe olympique. Et puis, en fin de semaine, il va y avoir un gala de boxe au club Évolution à Gatineau et un autre au club d'un gars avec qui tu as commencé la boxe...
c'est à Terrebonne, à l'Imperium, avec le club de Stéphane Desormiers. Donc, en fin de semaine, il va y avoir de la boxe olympique, de la boxe amateur. Si jamais vous avez jamais vu un gala de boxe amateur, allez voir ça, ça vaut la peine. C'est encourager la relève, c'est de voir de nouveaux talents, c'est d'encourager les jeunes qui un jour vont boxer au Casino ou au Centre Bell ou au Centre Vidéotron. Donc, allez-y. Tu disais que tu t'entraînes au corner, c'est ça? Mm-hmm. C'est là, dans le fond, moi j'ai commencé, mais à l'époque, c'était le club de boxe Champion. Exact. Nice. Donc, Antonin, Nice. il a commencé là il y a plusieurs années. L'odeur a changé, par exemple. Maintenant, ça sent le propre. Depuis que les gars ils sont arrivés là-bas, ils ont fait un gros ménage. La Ils ont boucherie, est changé. encore là? Ou Non. La boucherie en dessous. En dessous, En oui, dessous, oui, 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 la d'accord, boucherie. là, Il y a une boucherie encore. Puis ils ont même agrandi. Ils ont agrandi le gym aussi. ouais? C'est Je super pensais beau. que c'est le gym que t'appelais la boucherie. Mais c'est vrai qu'en boxe, là, quand on parle de boucherie, ça aurait pu être le gym. c'est bon. Le gym, le corner, ils font souvent des événements de boxe. Allez voir ça. Faut que vous découvrez ça. Ça aussi, c'est un autre truc que je répète régulièrement. Si vous êtes une entreprise et que vous n'avez jamais amené vos clients voir un gala de boxe au Casino de Montréal, je parle du Casino de Montréal parce que c'est une petite salle. Donc, t'es ringside no matter où. T'es positionné, t'es tout le temps proche. Il y a plein d'athlètes qui sont là, ils se promènent, ils vont voir. Il y a souvent des personnalités connues aussi qui sont là. Des fois, ça leur fait plaisir de rencontrer des gens. D'autres fois, ils veulent rien savoir parce qu'ils veulent écouter la boxe, alors laissez-les tranquilles. Non. Mais voilà, donc la boxe en ce moment est en santé. On a eu des belles nouvelles cette semaine. Premier champion avec Eye of the Tiger depuis David Lemieux. Masculin. Premier champion masculin, effectivement. Mais on en parlait, là, c'est premier champion masculin au Québec depuis plusieurs années aussi. Là. Dernier, c'est là qu'on en parlait de Beterbiev. On était comme, Beterbiev, est-ce qu'il est considéré comme québécois ou pas? Parce que sinon, il y a eu Beterbiev, mais à part Beterbiev... Avant ça, c'était Jean-Pascal. C'était Jean-Pascal. Puis sinon, on parlait d'Elder Alvarez, mais pourquoi Elder Alvarez serait considéré comme québécois, mais pas Beterbiev? Mais je pense, en fait, on parlait d'Oscar Rivas. C'était Oscar Rivas, ouais. qui était peut-être le dernier. Rivas qui s'était battu pour le premier titre que la WBC avait fait de Bridgerweight. Donc ça, c'est, tu sais, dans le fond, il y a des catégories de poids en boxe. Puis à un moment donné, tu arrives à poids lourd, c'est 200 livres et plus. Mais tu sais, il y a plein de catégories de poids. Là, c'est genre 130, 135, 140, 147, 154, 160, 160. Avec des petits chiffres de différents. Puis à un moment donné, tu arrives en haut de 200 livres. Puis là, tu peux te battre de 200 à un gars de 350 livres, il n'y aurait pas de problème. Là. Tu peux faire un combat entre les deux. Wow. Donc là, ils ont dit, ben regarde, ce qu'on va faire Bridgerweight, c'est de 200 à 225. Puis en haut de 225, là, t'es super lourd. Ce qui donnait un petit peu plus de chance, là. C'est vrai qu'un gars de 6 pieds 2, 215, puis un gars de 7 pieds 2, 315, il y a quand même une bonne différence. Ben là, Avant, il y avait un géant russe, là, Nikolai Valuev. Quand Valuev puis Holyfield sont battus, c'était exactement ça. C'était vraiment 215 contre 315, 7 pieds 2 contre 6 pieds 2. Avant de faire de la boxe, je comprenais pas pourquoi les catégories étaient si proches les unes des autres. Puis c'est là que tu comprends que, oh my God, 3 livres, c'est énorme. 3 livres, si c'est bien l'utiliser, ça cogne, tu comprends? C'est comme... C'est fou, la réalité du poids, tu sais, ça, c'est autre chose, bro. Anas, avant de quitter, en ce moment, t'es en spectacle. Parle-nous un peu de toi, qu'est-ce qui s'en vient? Plug, fais tes plugs, là, c'est le temps. On veut aller te voir. Où est-ce qu'on peut aller? Parle-nous de tes projets. C'est sûr qu'en ce moment, je me concentre plus sur l'humour. Tu sais, les gens ils me disent, me rappellent que je suis un boxeur invaincu. Quelque part, c'est vrai. Personne ne m'a battu. Je mets quelqu'un au défi live de dire qu'il m'a déjà vécu dans un box. Je suis invaincu, bro. Mais ouais, non, mais en termes d'humour, je recommence mon one-man show. J'arrive, on est surtout à Montréal, mais je vais annoncer des dates un peu à l'extérieur dans pas très longtemps. Parce que là, t'étais en France il n'y a pas longtemps. Là. J'étais en France, ouais. Puis là, c'est le nom de mon one-man show. J'arrive parce que je suis quelqu'un de très retardataire et tout. Je trouvais que c'était un beau nom. Puis ouais, je reviens de France. On a fait un petit mois là-bas. Puis là, on a fait les spectacles Noël des autres. Puis là, je recommence sur mon spectacle. C'est pas mal ça. Les gens vont surtout me voir sur le web. Insta, Facebook, YouTube, les gens qui veulent te voir, où est-ce qu'ils peuvent trouver des billets pour aller te voir ou tes dates de spectacle? Ils peuvent taper Anas Assouna sur n'importe quel réseau social, ils vont trouver.
Sur Google, ils vont même finir par trouver. Puis sur les réseaux sociaux, tu sais, comme il y a un petit lien vraiment dans ma bio, où ils peuvent juste m'écrire. Ils peuvent vraiment m'écrire, me dire « Hey, je veux voir ton show, c'est où? » Je vais répondre. Super, super. Anas, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Merci Je à te vous, les rappelle amis. que avant même le podcast, il y a longtemps, je t'avais déjà promis une session de boxe. Mais il faut, bro, let's go, man! J'ai une parole. Alors là, tu dis les gens, ils ont juste à me texter pour savoir mes dates. Exact. Texte-moi pour savoir mes dates. C'est bon? Let's go, avec plaisir, ma man. Non, parce qu'il faut que je mette du respect sur mon nom par rapport à mes amis qui me niaisent, tu vois. Ils sont comme... Ils sous-estiment trop. Ils sous-estiment trop mes hands, tu comprends? Ah, ben, on va peaufiner tes skills un petit peu. On va That's it. affûter tes go. outils. S'il me dit que ça vaut la peine, on mettra les gants ensemble, mon frère. Toi et moi, laisse-moi tranquille, toi. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut quoi, lui? Tu sais, En moi, plus- j'ai une intelligence incroyable de savoir avec qui j'embarque sur le ring Non, mais et en avec qui plus, j'embarque jamais. La vérité, c'est que Antonin, c'est un des pires gars avec qui tu peux mettre les gants parce que il va te laisser frapper comme ça. Ouais. Puis, non, parce que tu sais, il sait, là, il va te laisser frapper, puis à un moment donné, il va juste voir une ouverture au corps. Là. Au corps, ça, c'est pas Ouais, dangereux. Non, mais Il- honnêtement, il prend soin de tes cellules. Ça là, fait il mal, va- mais c'est pas je dangereux. sparerais plus avec un gars comme lui Ben que, oui. mettons, Ouais, un gars exact. plus de mon niveau parce C'est qu'il y a sûr, plus c'est de sûr. contrôle Ouais, et tout, mais... Exact. Non, merci quand même. Il Alors- n'y a pas de suspense. Je me pose pas la question sur qu'est-ce qui va se passer. Fait que c'est comme pourquoi. Anton, en terminant, est-ce qu'on va avoir d'autres belles annonces dans les semaines à venir ou toutes les chats sont sortis du sac? Non, il y a plein de choses. Il y a plusieurs autres dossiers qu'on est en train de closer. Si tu voulais savoir ce qui se passait exactement avec Makhmoudov, je ne pouvais pas vraiment l'annoncer. Mbili, on a 50% de la nouvelle, si on veut. Tu sais, on est vraiment content. On a enfin un gars qui est complètement champion du monde. Mais il y a d'autres belles choses qui s'en viennent dans son coffre. Fait que, Alors, on va en parler la semaine prochaine? dans les semaines qui suivent. Dans les semaines ici. Donc, mesdames et messieurs, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. J'espère que vous serez des nôtres pour les prochains épisodes. Vous pouvez nous suivre sur les différentes plateformes. On parle de YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Punching Grace, la commission athlétique via BPM Sport. Merci beaucoup. Merci PO d'avoir été avec nous. PO, il va nous faire des belles capsules, vous allez voir. Il va faire du beau montage aussi parce que Anas, il était dérangé par Passeport Canada. Oh my God. Mesdames et messieurs, comme notre bon ami Jean-Pascal disait, gardez le punch et à la prochaine. Let's go. Yes. All right.